Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Synesthésie, épisode spécial récapitulatif des 10 dernières années de cinéma, enfin récapitulatif, notre best-of dans différentes catégories des films sortis dans les années 2010. Donc bonjour Julien. Salut, bonne année. Et bonne année, bonjour Romain. Salut, bonne année William. Et bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Voilà, en mode Gemini Man, je me dédouble pour présenter cette émission. Commence pas avec des trucs qui fâchent comme ça. Et je vais essayer d'un peu piéger mes collaborateurs en annonçant les catégories à la volée, à chacun leur tour. Et moi compris, nous pourrons donc donner nos films favoris de ces années 2010 dans différentes catégories. Et on va commencer... On va commencer par quoi ? On va commencer par, allez, petit piège, par le meilleur film, votre meilleur film français de ces années 2010. Alors, qui veut commencer ? Vas-y, écoute, moi je veux bien y aller. Alors, ça a été à la fois compliqué et pas trop, mais je regarde tellement peu de films français que il a quand même fallu que je me pose un tout petit peu la question, et ça a été Mea Culpa de Fred Cavaillé, qui est sorti en 2013, je pense, un truc comme ça. Alors comme d'habitude, on a fait ça un peu à l'arrache, j'aurais pas les dates à chaque fois sous les yeux et tout, et je suis sûr qu'il est sorti entre 2010 et 2020. Voilà, Mea Culpa de Fred Cavaillé, super bon polar, extrêmement bien réalisé. Fred Cavaillé qui manque un peu d'ailleurs, parce que je crois que le seul truc qu'il a fait dernièrement c'était une comédie, c'était je sais plus ce que c'était d'ailleurs, enfin bref. Donc voilà, Mea Culpa, très 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 bon polar avec je vais dire avec Vincent Ladon et comment il s'appelle, le pote à comment Jean Dujardin. Ah oui, Lelouch. Lelouch. Ouais, Et Lelouch, voilà. ouais. Et voilà. Donc je vous conseille Mea Culpa. C'est celui qui m'est venu en tout cas. Il y en a sûrement d'autres. Romain ? Moi j'ai triché comme un connard parce que c'est pas un film français, mais c'est réalisé par un français et c'est réalisé avec des fonds, je crois que c'est franco-canadien. Ghostland de Pascal Logier, qui rend pour le coup. Pascal Logier c'est un type que j'aime beaucoup, même si je suis pas toujours fan de Martyr, c'était pas mon truc préféré parce que je trouvais que c'était un peu too much en termes de violence, puis c'était anesthésié au bout d'un moment. Ouais. Là je trouve ça intéressant parce que justement la violence elle est assez prononcée, assez dure, mais il joue sur il alterne pour que tu sois toujours surpris par les fulgurances de violence et Je qu'elles ne te l'ai choquent. pas vu, figure-toi. Ah bah, c'est à voir parce que c'est Martyr vraiment m'avait un intéressant. peu. Ouais, donc du coup je l'ai pas vu. Je note. Bah, celui qui avait fait avant il avait fait The dégueulasse. Secret qui était moins bien. Ouais, c'est dégueulasse. Ah, mais je l'ai pas vu. Comme ça. Mais pour le coup, avec Ghostland, ça m'a vachement marqué, alors, notamment aussi avec le référentiel que j'aime bien, parce qu'il y a des référentiels à Rob Zombie, notamment avec le traitement des frics qui pourraient être sortis d'Evil Reject, en fait ça fonctionnerait pareil. Et d'ailleurs, il est cité ouvertement, Rob Zombie, dans le film. Donc c'est un homme de bon goût, Pascal Logier, de toute façon. Et puis je trouve le film est très bon, je trouve que les trois femmes qui jouent sont juste très bonnes, y compris Mylène Farmer qui pouvait faire un petit peu gimmick comme ça, mais qui c'est est là-dedans vraiment qu'il y a bien. Mylène Farmer. Ouais, et elle est très très bien parce qu'elle est très sobre en fait dans le film. Et je sais qu'ils s'étaient rencontrés, ils ont un coup de foudre artistique entre Mylène Farmer et Pascal Logier qui avait réalisé un de ses clips. Et elle lui avait demandé autant que faire se peut qu'il puisse garder un rôle dans un de ses films. Donc ouais, tout fonctionne très bien, il y a une super belle alchimie. Et puis je trouve que le propos de fond, tout le questionnement sur la perception, sur le traumatisme, sur la manière de fuir un traumatisme, je trouve que c'est vraiment très joliment fait. Il y a pas mal de poésie et je trouve ça un très très beau film d'horreur. Et en plus c'est français donc c'est cool. Ok. Alors moi, Matt, j'ai envie d'essayer de deviner. Vas-y. Est-ce que tu vas nous sortir 120 battements par minute? Non, je l'ai même pas vu. Ok, très bien. Moi non plus. Non. J'avais choisi un film et là je viens de me rendre compte dans la panique que c'était un film fait par un réalisateur belge, donc C'est pas grave, ça compte, ça marche. Non, bah, alors moi malheureusement Francophone. je n'ai pas qu'une proposition. Vas-y. En souvenir comme ça de films français, il y a le film de Bonello, c'est Bertrand Bonello. J'avais bien aimé Nocturama, Je l'ai pas vu. qui est sorti à peu près au moment où il y avait le mouvement social autour de la loi de travail, et moi il m'avait fait un écho, alors qu'il a été écrit avant tout ce mouvement social, mais quand même il y avait un écho pour moi dans ce film là avec la situation sociale à ce moment là en France. C'est l'histoire de jeunes gens qui se révoltent dans Paris et qui ça parle de terrorisme et tout ça, ça parle de beaucoup de choses. C'était en même temps au moment des attaques de Charlie Hebdo, et alors j'avoue que ça commence à remonter un peu, mais je sais qu'il m'avait marqué ce film Nocturama. Et ensuite il va être dans deux catégories pour moi, mais la folle histoire de Max et Léon. Mais c'est vrai que je peux Du- penser. que je l'ai pas vu. du Palmacho, Je l'ai pas vu. qui Je suis tout souviens dans ce choix, il est très très voilà, bon. donc C'est bien ça. Ah ouais, en film français, ouais, de
une comédie pour le coup. C'est un peu la grande vadrouille 2.0. Ok. Ouais. Très beau résumé. Et Je suis surpris. voilà, c'est Vraiment, la Seconde Guerre mondiale et bon, avec Ok. tout ce que ça implique d'humour, comment un peu, comment dire, j'ai du mal, pas Antisémite un peu. antisémite entre autres. Et qui est, non, c'est pas antisémite. Enfin, non, mais oui, mais c'est pas, C'est-à-dire mais. que, oui, il est quand même. Il y a ce côté un peu comme OSS 117 aussi où il est très limite parfois sur certaines blagues, mais c'est cool. Donc voilà, et en fait j'avais du mal à pas non plus. Bon, je suis désolé, hein, c'est vrai que normalement c'était qu'un seul film. Vas-y. J'ai beaucoup aimé aussi Au Poste. Je n'ai pas vu. Du Dupieux. Ouais. Voilà, donc je voulais parler de ces films-là, et donc le film dont je voulais parler, que je pensais qui était français, c'était Noces, un film belge qui parle d'un fait divers, qui parle du mariage forcé, Ok. et qui était assez chouette, mais que du coup, voilà, donc un film belge. On aurait dû faire une catégorie film belge aussi, ça aurait pu être sympa. On aurait pu. On aurait dû. Parce qu'il y a eu Bouled, il y a eu. Ouais, il y a eu pas mal. Alléluia. Il y a eu Alléluia, il y a eu. C'est quoi le truc des Ardennes là C'est pas belge ça, ce truc là Ouais, les frères Dardenne. Et du Wells, il a sont fait. belges. Il est belge aussi. Bah oui, Alléluia pour le coup. Non, c'est pas ça, un truc qui se passe dans les Ardennes. Ah, je ne sais pas. Enfin bref, Mais, ça part déjà en couille, on est mais voilà. à 4 minutes de podcast, 6 minutes. Très bien. Ouais. Ensuite, On se on recale. va enchaîner avec, alors, votre meilleur film hors cinéma. Ah oui, donc. Julien, hein, on repart, Plateforme confondue, on va quoi. faire, Alors tiens, tu vois, ça, je l'ai pas noté, figure-toi. Du coup, il va falloir que je réfléchisse 30 secondes. pour moi, c'est. Parce que. Bon, bah vas-y, Romain. Mais je crois on qu'on va a- finir, Je crois qu'on a le même maître pour le coup. Ouais. Okja de Ok, Bong Joon-ho, voilà. Ouais. Ah oui, alors oui. Ouais. Oui. Oui, ça peut tomber sous le sens, effectivement. C'est sans doute le. Moi, j'ai eu du mal à trouver autre chose en fait. Bah, et C'est Irishman, pareil. Oui, aussi, c'est vrai qu'il mais qui est très récent, alors c'est vrai que c'est difficile de parler Ouais, sur la mais décennie. Même si c'est bien, Et d'ailleurs, sur la décennie, on va pas se mentir, de Ok, toute façon, bah, Netflix est arrivé en France quoi, en 2015, un truc comme ça. peut-être même un petit peu avant. Ouais. 2014. Pas depuis- ouais. 2014. Mais pas début 2010, donc Non, c'est non, quand même ouais. quelque chose d'assez récent. Il y a eu des entreprises. Alors, j'ai pas vu Roma par exemple. Ah, j'ai vu Romain. Donc voilà. Mais je le mets pas au même niveau que Euh, lui, quand même. Après, en DTV, enfin, parce que on est dans la même. Il y avait Free From Hell il y a pas Oui, longtemps. c'est pas mal, voilà. Tout ça. Et sans doute d'autres. Mais effectivement, Il y a Okja, les- c'est un peu la parce qu'en plus avec toute l'histoire de Ouais. avec Cannes et tout machin, enfin toute la polémique qui a été un peu Je- créée ce autour que du je disais film, justement, il est symbolique un peu. J'en parlais avec ma femme récemment et donc je cite ce qu'elle a dit parce que c'est pas moi qui ai dit. Je trouvais intéressant. Elle disait que c'était intéressant parce que pour elle c'était son film le plus représentatif de la décennie parce qu'il y avait en effet Ouais. cette dichotomie entre Netflix et le cinéma, Ouais. tout le dilemme qui s'est posé à Cannes. Et puis il est représentatif de tout un mouvement global en fait, je trouve, de philosophie, de manière de penser, tout le lien avec le véganisme, les vrai. questionnements sur les animaux aussi, qui est Mhm. quand même très prépondérant dans les années 2010. Et elle me disait qu'elle trouvait que justement c'était très très symptomatique de tout ça, avec tout ce fond des classes qui est aussi présent, qui est toujours Bah, aussi chez. Elle a tout à fait raison et oui donc écoutez, on tombe d'accord sur celui-là. C'est bouleversant en plus. Et en DTV, il y a les deux suites de Kickboxer. Il y en a, Ah, je sais pas. Ah oui. qui sont, il y en a une qui est disponible sur Netflix, mais les nuls, c'est le troisième et c'est vraiment nul. Mais le deuxième est nul, mais pas si mal. Ok. En fait, non, le deuxième est mieux, mais le troisième est mieux filmé. Donc il faudra faire un mélange des deux pour Est-ce avoir que du un coup, film potable. Et c'est un peu comme ce qu'on voyait là. Est-ce dans- que l'Universal Soldier est de cette décennie? Anniversary Soldier 4, oui. Avec celui où il est taré, Oui. Alors, comment ça- Van Damme là. Enfin, qui est génial, celui-là, Ouais. qui est très très bon. Parce que pour le coup là on est dans du vrai DTV, quoi, dans du vrai C'est DVD génial, de ouais. bac Ouais. du fond de Easy Cash. J'en profite d'ailleurs pour Et, citer aussi The Void aussi, mais que qui j'ai était bien, The dans Void. en DTV qui est assez excellent. Et comme quoi tu vois, quand on en parle, il y en a, ça Ouais. pop comme ça, tu vois, il y a des trucs. Eh bien, t'as de la chance parce que Universal Soldier Regeneration date du 2 février 2010. Ah bah Donc, voilà. c'est Ouais, vraiment, donc, ouais. un poil de fesse. Ouais. Ouais, c'est vrai. Qui est excellent pour le coup. et Mais qui est cool, ouais. Vraiment, qui est vraiment qui est drôle quoi. Ok. Très bien, bah, c'est Donc ça, c'était, voilà. pour les meilleurs films hors cinéma, donc on notera au Kia. Hein, Ouais, c'est bien sûr. Ouais. On va continuer avec votre meilleur film d'animation des années 2010. Bah moi, j'en ai vu plusieurs et on est bien servi en animation hein, quand même depuis pas mal de temps, mais notamment sur cette décennie, il y en a eu plusieurs.
dont Happy Feet 2, dont, enfin voilà, du Pixar, du vice-versa. Mais moi j'ai retenu Le vent se lève de Miyazaki parce que c'est son dernier, quoi. Et que, enfin, c'est censé être son dernier. Et qu'en plus, un très très beau film, voilà, que j'ai vu au cinéma. C'est pas tout le temps que je peux voir les films d'animation au cinéma en VO, au studio à Brest, ça fait toujours plaisir. Et voilà, pour moi, Miyazaki, de toute façon, c'est aussi une manière de. C'est la fin d'une époque aussi, quoi, donc c'est aussi une manière de lui rendre hommage. Donc voilà, Le vent se lève. L'époque qui se poursuit quand même avec par exemple, La Tortue Rouge qui est sortie. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, mais c'est la fin d'une époque quand lui une... annonce, enfin quand Ghibli, les studios de Ghibli disparaissent, enfin tu vois, bah, finalement ça va peut-être continuer, mais il y a eu, quand il est sorti Le vent se lève, Miyazaki a annoncé sa retraite. Il y a Mamoru Takahata qui est mort il y a pas longtemps après, et les studios Ghibli en tant que tel devaient arrêter, quoi. Puis La Tortue Rouge, parce que La Tortue Rouge c'est un réalisateur néerlandais, si tu dis pas de bêtises. Ouais, c'est un européen, ouais. Mais il y a eu depuis, il y a eu la princesse Kaguya, enfin bon bref. Donc voilà, mais bon, Le vent se lève, superbe dessin animé. Pour un Brestois en plus, c'est un choix cohérent. Tout à fait, exactement. Je t'en prie. Je m'en prie. Mais alors encore une fois, moi j'en ai plusieurs et des très récents. Le Spider-Man New Generation, qui moi ça a été une grosse claque en tout cas. J'ai pas encore vu. Graphiquement, c'était Close. impressionnant. Enfin, je le place comme ça vite fait parce que donc Close, qui est aussi hors cinéma, qui est très récent, qui est en 2D, enfin en 2D. Mais du dessin animé à l'ancienne, mais qui est du dessin animé, et ça m'a fait penser de toute façon à Spider-Man aussi, parce qu'il y a ce côté où dans Spider-Man, je pense pas que ce soit animé à l'ancienne, mais t'as une espèce de sensation papier. Sur le cel shading sur le papier, qui est intéressante, voilà. Je me permets, excuse-moi. Film français d'ailleurs, Spider-Man Ninja Generation réalisé. Ah oui, c'est vrai que c'est les mecs qui devaient faire. C'est vrai que ça pouvait rentrer dans cette catégorie-là aussi. Mais vraiment, grosse claque, moi c'était le Toy Story 4, où j'allais vraiment sans aucune. Franchement, j'allais on y va avec les amis et tout. Et le Toy Story 4, vraiment impressionnant déjà en termes. Enfin, c'est pour moi du jamais vu en termes d'animation. J'y ai pensé aussi, figure-toi, mais. À chaque fois il repousse les limites en fait à chaque film, et là et au-delà de l'animation, l'histoire est chouette, drôle, et puis il y a toujours ce truc de Pixar, de plusieurs angles de lecture, quoi, quel que soit ton âge, en fait tu passes un bon moment, et vraiment très chouette. Et une toute petite mention pour parce que l'île aux chiens aussi que j'avais trouvé très chouette. Oui, parce que je voulais citer Kubo aussi, de Wes Anderson. C'était Kubo, on pourrait parler des studios Laika de toute façon, qui ces 10 dernières années ont fait des trucs. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, l'île aux chiens c'est chouette aussi. Ouais. Alors que je suis pas du tout un fan de Wes Anderson. Pareil, Alors Romain, moi je vais revenir sur du Ghibli avec Arrietty, que j'ai vu très récemment pour le coup, et que j'ai trouvé juste génial, que j'ai trouvé très précieux. Enfin, j'aime beaucoup ce côté-là, comme c'est des tout petits personnages qui sont tout minuscules. Tout le film en fait respire ce côté préciosité, très fragile, que t'as pas envie de casser, comme un objet hyper précieux. Je trouve le film magnifique, très simple, mais voilà, il y a quelque chose d'assez magique qui se dégage de l'ensemble, et moi ça m'a vraiment bouleversé. C'est du Ghibli pur et dur, où les influences, c'est là où effectivement l'esprit Ghibli est pas mort, en tout cas, c'est sûr, hein, quand on voit ce genre de truc. Qui est plus enfantin peut-être qu'il y a du Miyazaki, mais en même temps qui a quand même une lecture aussi, en effet, un peu comme tu disais pour Toy Story, qui a plein de niveaux de lecture différents, et même en étant adulte tu peux t'éclater en redevenant enfant. Et c'est beau, quoi. Et c'est très beau en plus, visuellement. Factuellement, et la mise en scène est folle, quoi. Donc c'est vraiment un film. Quand les Japonais le veulent, c'est quand même eux qui sont toujours au top. En tout cas sur l'animation traditionnelle, quoi. Ça vaudra toujours, je sais pas combien de Disney. C'est indéniable. Donc Arrietty, un petit bijou. Très bien. Nous allons donc enchaîner avec le meilleur film documentaire pour vous de cette décennie. Julien. Tiens, j'ai pas fait mes devoirs non plus, ça reste, c'est le deuxième, tiens. Romain, est-ce que t'as fait le tes deuxième mais moi j'ai fait mes devoirs vraiment par élimination, parce que je l'ai vu peu quand même dans cette dernière année, parce que je vois peu de films documentaires, mais moi je vais en noter un que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai vu avec vous pour le coup, qui est Apollo 11, que je trouvais être un super documentaire absolument passionnant, qui te met dans une sorte de transe, dans une sorte de tension absolument folle, qui est en plus c'est un travail on l'avait dit, mais de restauration d'images qui est juste dantesque, et pour revivre encore une fois comme si tu le vivais aujourd'hui, les premiers pas sur la lune. Je trouve que le film est fou, quoi. C'est
un excellent documentaire. Et en plus, il y a un travail de mise en scène qui est très kubrickien, qui est au millimètre près. C'est fou, surtout dans un cadre aussi immense, confronter l'immensité avec le côté minuscule de ces manœuvres. Je trouve que c'est complètement dingue. Ça crée une sorte de dichotomie, encore une fois, dantesque. Ce qui résumerait bien le film, je trouve que c'est un film dantesque. Surtout le travail qu'il a fait et surtout ce qu'il raconte aussi, autant sur le fond que sur la forme. Donc Apollo 11, ouais. On mettra le lien dans la. Oui, voilà. On mettra le lien, bien sûr, dans la description. Pour le synesthésie. Que vous pouvez réécouter. Et c'est vrai que c'était très bien. Et qu'on a vu en plus sur un écran finalement de télé, donc pas au cinéma et qui donne très bien, qui donne extrêmement bien. Comme moi j'ai fait mes devoirs. Et j'ai failli mettre Apollo 11, mais je me suis dit, les deux camps qui comprennent avec moi vont pas. Non, je voulais pas le chercher beaucoup plus loin que leur nez, pardon. Ça m'est revenu. Après, c'est vrai que moi non plus, j'en ai pas vu moult des documentaires, à part sur Arte. Mais au cinéma, j'ai adoré récemment de voir le documentaire sur Diego Maradona. Ah oui. Qui réalisait, je ne me souviens plus du nom du réalisateur, mais c'est la même personne qui réalisait le documentaire sur Ayrton Senna et celui sur Amy Winehouse. Donc qui a déjà deux documentaires que j'ai pas vu pour le coup, mais qui ont une bonne réputation. Et le Diego Maradona, vraiment, même si on n'aime pas le foot, et même si on aime le foot, dans les deux cas, c'est vraiment... déjà, si on aime le foot, ça nous fait revivre les matchs d'époque avec des images d'archives et avec le son, ça m'a impressionné en fait. Vraiment l'impression. Alors je sais pas si c'est de la reconstitution ou si c'est des captures sonores de l'époque, mais enfin c'est assez impressionnant les images d'archives et les bouts de matchs d'archives. Et puis en fait, la vie de ce mec, c'est un film quoi. Enfin, la vie de Diego Maradona, c'est un film en soi quoi. Et alors c'est marrant ce que tu dis parce que, enfin, je me permets de te couper encore, mais dans les photos de mon téléphone. Je sais plus pourquoi, je cherchais un truc l'autre jour et j'avais fait une capture d'écran de ma télé quand il fait des fucks pendant je sais plus quel match pendant la Coupe du Monde. Ouais, où tu le vois, il est comme ça, il est vénère, il fait 2 gros fucks comme ça et je me souviens d'avoir mis pause sur la téloche pour prendre en photo pour l'envoyer à mes potes et tout. Et je l'ai encore la photo dans mon téléphone quelque part là, et ça fait délirer quoi. Enfin, Maradona quoi. Ouais, ce film est assez. Ça parle principalement de sa période à Naples, quoi, qui est une des plus grosses périodes de sa carrière. Et de tous les liens qu'il a pu avoir avec différents mafieux, etc. Enfin, où on voit qu'il a plus été utilisé qu'autre chose. L'époque de la coke et tout. Faut y aller quand même en étant de bonne humeur parce que et puis ça montre à quel point une personne peut être. C'est un niveau de starification en fait qui est peu atteint, je pense, dans le monde. Je sais pas s'il y a grand monde qui a atteint ce niveau d'idolation et arriver à un point où cette personne s'appartient plus quoi, elle s'appartient plus à elle-même quoi, comme s'il y avait une perte d'identité totale et c'est à la fois fascinant et vertigineux et c'est hyper bien retranscrit je trouve dans ce documentaire. Et d'ailleurs pour parler de Netflix, après là il y a une série qui est sortie récemment sur les aventures de Maradona qui est parti entraîner un club de division 2 au Mexique. Et c'est pas mal aussi, c'est intéressant, mais ça reste quand même vachement en dessous. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a beaucoup parlé de cette série Netflix sur Maradona et qui est assez divertissante, mais qui moi c'est pas comme si on se moquait de Maradona, mais il y a un petit côté voyeuriste, je trouve, dans la série que j'ai pas trouvé dans le documentaire, que j'ai trouvé plus touchant, plus humain. Donc voilà, Diego Maradona. Et alors du coup, j'ai eu le temps heureusement que ça m'est revenu, je m'en serais voulu, putain. Puisque c'est à fond dans le sujet aussi, de toute manière, c'est le Dune de Jodorowsky. Ah oui. Excellent documentaire qui est très bien, à tous les points de vue, qui est très très bien réalisé, très très bien fait, et qui surtout parle de cinéma et parle surtout de tout ce qu'il y a d'un film qui s'est jamais réalisé, a sans doute entraîné tout le cinéma que j'aime des années 80-90, parce qu'il est hallucinant ce documentaire. Quand tu vois les bases, j'aimerais tellement tomber sur ce bouquin là, le gros storyboard avec les dessins de Moebius et tout. Quand tu vois les gens qui étaient attachés au projet, quand tu vois et puis ce que ça a donné derrière quoi. Il y avait déjà Giger, il y avait déjà Moebius. Il y a une interview de Giger à l'intérieur du documentaire qui m'a traumatisé, où ils vont chez lui là en Suisse, en Suisse allemande là, il est
sa façon de parler et tout, j'étais avec le personnage à la fois fascinant et en même temps terrifiant, très flippant, je suis pas content de pas avoir fait l'interview parce que... mais quand tu vois qu'il y avait Bowie, enfin c'est hallucinant Dali qui était aussi rattaché au truc. Enfin voilà, si vous avez pas vu ce documentaire, alors je sais pas où il doit être trouvable. Il était sur YouTube un certain temps. Il a été un moment, mais je pense que c'était pas. Mais c'est pas très. Ouais. Alors il est passé sur Arte. Oui. Donc, de toute façon, vous devez pouvoir le trouver ou en DVD ou ça se trouve il est sur une plateforme de streaming, je sais pas. Mais ouais, regardez ça. Enfin, si vous aimez le cinéma de science-fiction, de toute façon, vous allez apprendre plein de trucs. Même Star Wars aurait sans doute pas existé s'il n'y avait pas eu Alors peut-être qu'ils exagèrent, j'en sais rien. Après, c'est pas vraiment vérifiable, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait rencontrer des personnes qui se seraient peut-être pas rencontrées sans ce film qui a pas été fait finalement. Bannon notamment. Et ouais, clair. Puis Giger et Ridley Scott. Ouais. Enfin, donc c'est regardez Jodorowsky Dune parce que c'est cool et ça montre aussi une manière dont était conçu le cinéma à cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque de Blade Runner, qui était quand même encore où les artisans avaient une place prépondérante quoi. Et il a failli se faire, faut pas oublier. Si ce film, ils le disent dans le truc à un moment, mais si ce film s'était monté, il serait sorti avant Star Wars. Et ce serait peut-être ça qu'on aurait comme référence ultime de space opéra quoi. Et parce que le Lynch qu'on a découlé après derrière, bien sûr, n'a rien à voir avec la vision qu'en avait Jodorowsky. Et j'ai très très peur je vais me permettre de le placer maintenant. Du coup, j'ai très très peur de ce que va faire Denis Villeneuve avec Dune, parce que c'est une œuvre fondatrice. Et quand on voit ce documentaire-là, j'espère qu'il a pu avoir accès à ce storyboard et à tout ce qui a été fait. Que au moins esthétiquement on va retrouver quelques trucs parce que c'est fou quoi. Quand tu vois le documentaire, tu te dis à la fois tu te dis j'aurais trop aimé le voir et en même temps tu te dis ouais c'est peut-être aussi bien qu'il n'ait pas été monté parce que ça aurait peut-être été mauvais quoi. Et voilà, donc Jodorowsky Dune. Même c'est parti ces docs vachement géniaux sur des films un peu maudits comme L'Enfer de Clouseau, comme Le Style de la Mancha, c'est truc important. Ou comme alors celui-là il doit être trouvable sur YouTube, le Superman de Tim Burton. Oui aussi. C'est très intéressant à regarder aussi. Voilà. Très bien. Donc nous allons continuer. Alors là, j'ai beaucoup de catégories. Tu railles au fur et à mesure. Parce que là, je suis perdu. On va continuer avec le film qui vous a le plus bouleversé, le film qui vous a tiré des larmes, le film qui vous a... qui a brisé votre petit cœur. Alors moi c'est embêtant parce que c'est le même... il est dans 2 catégories. Mais c'est pas grave. Donc je vais le faire quand même. Moi, c'est Quelques minutes après minuit de Bayona, pardon. Et qui est vraiment. Alors, il y a eu d'autres films qui m'ont bouleversé, mais c'est celui-là qui m'est revenu, et c'est aussi mon meilleur film de la décennie parce que c'est celui qui a popé. Il y en a d'autres. C'est pareil, toi, j'ai des doutes sur le Labyrinthe de Pan, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais on est dans les mêmes, on joue dans les mêmes registres et dans le même style, et c'est un putain, mais quel film quoi. Quel film, c'est ça parle de plein de choses, c'est un film de monstre mais qui parle de la mort, qui parle du décès, qui parle de beaucoup de choses en même temps et qui est aussi un conte donc qui m'a bouleversé aussi sur sa poésie en fait. C'est pas juste le côté triste c'est vraiment aussi c'est poétique, c'est excellent, ça m'a rappelé les Ents du Seigneur des Anneaux, ça convoque plein de choses, le dessin, enfin plein de choses qui me tiennent vraiment à cœur quoi. Et qui est réalisé d'une manière c'est assez incroyable. Encore une fois un film qui est passé complètement sous les radars alors que ça devrait être il devrait passer le dimanche soir régulièrement. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment un film monumental auquel je pense très souvent et que j'ai vu qu'une fois. Et ça c'est assez rare pour moi, tu vois, c'est que je l'ai toujours pas pris en Blu-ray là, mais bon, ça va arriver, mais c'est très, j'ai certains films comme ça avec moi qui je l'ai vu qu'une fois au cinéma et j'ai envie de le revoir, mais sans, je sais pas, il est tellement vivace dans mon esprit que le souvenir que j'en ai suffit pas mal à ce que je le garde vraiment dans mon cœur, et c'est vraiment c'est à la fois mon meilleur film et parce que c'est un film bouleversant. Quelques minutes après minuit. Sans doute vous ne l'avez pas vu parce qu'encore une fois il n'a pas été
reconnu à sa juste valeur. Il est resté très peu de temps au cinéma. C'était en janvier 2018, je crois. Et donc voilà. Qui alors mais on était sur le bouleversant. Donc, ouais. Je vous laisse Matt, peut-être. Moi, le film qui m'a le plus bouleversé dans ces années 2010, et vraiment, mais genre frisson, c'est Moonlight. Ah oui. Moonlight de, alors attention, Barry Jenkins, voilà, qui a sorti un film d'ailleurs récemment que j'ai pas vu encore, mais Moonlight, c'est une fresque, c'est l'histoire de ces trois périodes de la vie d'un jeune noir qui vit à Miami et qui se révèle, enfin qui est homosexuel et qui va devoir, enfin qui va petit à petit s'affirmer dans son milieu et c'est tellement beau déjà même, enfin en fait c'est pas seulement l'histoire est belle, les acteurs sont beaux, la musique est juste parfaite, les paysages, l'image, tout, la façon de filmer, non, vraiment moi ça doit parler vraiment de film qui m'a bouleversé et qui m'a touché et qui m'a Moonlight direct. Et là pour le coup t'es pas tout seul parce que je crois qu'il a eu pas mal de il a eu pas mal de prix et tout. Hein. Il a été pas mal primé sûrement, mais ce qui est rassurant parce que c'est un très bon film, attention. C'est vraiment un super film, je sais pas, c'est vraiment un film qui m'a bouleversé, j'ai pas envie d'en dire trop parce qu'il faut le voir, je trouve, et voilà, Moonlight. Très bon, je suis assez d'accord. Je vais rebondir sur quelques minutes après minuit parce que je suis d'accord, je n'avais pas pensé sur le coup, mais c'est un film qui est dingue et ça permet de faire Liam Neeson, donc de sauter sur un autre Liam Neeson avec The Grey de Joe Carnahan, qui est pour moi un des films qui m'a complètement retourné et qui est un film magnifique. Bah oui. Donc je vais éviter de spoiler pourquoi j'ai chialé, je vais rester sur. S'il te plaît, parce que ça. Mais c'est un film qui métaphysiquement est d'une puissance absolument folle, qui arrive à dire tout en parlant peu. C'est un film très silencieux. L'idée est simple, c'est simplement un groupe de types qui bossent sur une station pétrolière. Oui, quand même. Je dis des bêtises, mais bien sûr que je confondais avec un autre truc entre les tombes ou quelque chose comme ça. Qui est pas trop mal d'ailleurs. C'est celui-là que j'ai pas vu du coup. Mais qui est pas trop mal aussi. Mais là pour le coup, rien que pour le final, voilà, moi qui pour moi m'a bouleversé, ou ce face-à-face entre Liam Neeson et Lou, qui est d'une beauté absolument phénoménale, et toute la révélation en même temps avec ce montage parallèle où on révèle le destin de sa femme avec ce poème en fond totalement existentialiste que je trouve. J'aime bien ton choix sublime. Parce que prendre un survival dans la catégorie j'aime bien. C'est je suis assez, mais c'est vrai qu'en fait t'as raison. C'est Carnahan quoi, je veux dire. C'est vrai, il fallait un Carnahan, je trouve que malheureusement on a manqué de Carnahan avec tous les problèmes qu'il peut avoir à gauche à droite qu'il a pu avoir, donc je trouve que c'est vraiment un film sublime. Et il y en a un deuxième que j'ai envie de mettre parce qu'il y en a deux pour que je cherche un peu, mais parce qu'il m'a bouleversé, mais là beaucoup plus personnellement. L'autre m'a touché de manière très universelle, très métaphysique. De Grey, Mandy de Panos Cosmatos, parce que moi ça m'a bouleversé pour le coup très personnellement sur l'histoire d'amour qui est à l'intérieur, mais ça j'en reparlerai quand on fera, parce qu'il est dans une autre catégorie, donc voilà, moi il m'a bouleversé déjà, mais je creuserai un peu plus tout à l'heure parce que je pourrais passer des heures sur Mandy. Et oui, que j'ai toujours pas vu non plus, mais dont on a parlé beaucoup, voilà. Donc j'ai l'impression de l'avoir vu parce qu'on en a tellement parlé entre nous, et puis tout à fait. Donc faudra que je le redécouvre presque sans faire exprès, tu vois. Un jour, tu vois, s'il me passe sous la main sur Netflix ou je sais pas quoi. Tu vois, c'était une surprise aussi parce que je l'ai vu à Gérard May pour le coup cette année où il était rediffuseur, qu'il a fait déjà pas mal le tour des festivals en 2018, parce qu'il date de 2008 Mandy, mais il est sorti en France qu'en 2019 en DTV. Ça reste dans les années 2010. Ça reste dans les années 2010. De toute façon. Donc c'est un truc moi qui m'a bouleversé à Gérard May, je m'attendais pas à ça. En plus, pour le coup, en sens de grosse surprise, je m'attendais pas à me retrouver dans une salle et en plus j'en avais lu à la fois beaucoup de mal ou à la fois beaucoup de bien, mais pas trop entre les deux. Et quand je suis sorti, j'étais complètement bouleversé, et c'est un film que j'ai déjà revu 3 ou 4 fois maintenant et que je revois très régulièrement, et je pense à continuer comme ça. Donc c'est un magnifique film d'amour, mais qui convoque un imaginaire complètement dingue, qui va toucher du côté de Clive Barker, qui a un côté Jodorowsky, qui prend toute une iconographie métal, il mixe tout ça ensemble et il crée une sorte d'univers complètement fou avec des limites très floues et que tu as envie d'explorer en fait tout le temps. Donc c'est un très grand film, et puis on parlera de Panos Cosmatos plus tard, donc voilà, je m'arrête. Et je me permets moi aussi de citer un deuxième film du coup, parce que j'ai oublié de citer Florida Project, un film de Sean S. Baker, donc un petit réalisateur qui monte malgré le silence des médias. Et c'est pour pareil, niveau film qui m'ont serré le cœur, c'est pareil, cinéma social, dans l'histoire d'une mère célibataire qui élève sa fille seule dans un motel, et du coup c'est un peu les aventures, les 400 coups de cette petite fille dans cet hôtel pendant les vacances d'été.
Et il se passe plein d'histoires autour de ça. L'actrice qui joue la petite fille est juste géniale, trop touchante. Et il y a Willem Dafoe aussi dans ce film. Du coup, Et c'est vraiment je pense pareil. Enfin, je le mets presque au niveau, peut-être même au niveau de Moonlight. Pour moi, vraiment des films qui m'ont vraiment trop touché. Enfin, je sais pas, c'est trop beau quoi. Enfin, l'histoire est trop beau, trop touchant quoi. Et en même temps, ça tire un constat hyper triste de notre société et tout ça. Et avec en même temps une petite touche d'espoir avec les enfants et en même temps enfin bref, il faut le voir parce que j'ai peur de trop en dire en parlant. Et du coup, tu l'as vu? Je vais en caler un. Non, je l'ai pas vu. Mais non, mais c'est pas ça. Mais de la façon dont on parle, du coup, moi, me fait penser à un film que je trouvais génial. Alors, j'espère pas me tromper dans le titre parce que c'est le Sud des bêtes sauvages. Oui, je crois que c'est ça. Where's the Beast. Enfin bref, oui, je vais pas le retrouver. Je me souviens plus du réalisateur non plus, mais qui a qu'une petite fille aussi. Là, ça se passe dans le Bayou. Et pareil, ce film-là, il m'a poétique, il m'a vachement marqué. Mais ça m'a repopé à l'esprit comme ça quand tu parlais de cette petite fille. Enfin voilà, il y a c'est comment le sud, les bêtes du sud sauvage ou un truc. Oui, non, mais ça me dit oui. Et voilà, écoutez, j'ai pas le temps de chercher, mais ce truc-là m'a marqué. C'est poétique, donc ça remonte un peu, donc c'est plus très frais dans ma tête, mais je suis désolé pour l'erreur de titre, mais vous retrouverez, parce qu'il y a Bête, Sauvage, Sud, je sais plus dans quel ordre, mais je sais plus dans quel ordre c'est, et je me souviens plus du nom du réalisateur non plus, mais voilà, en tout cas émotionnellement j'en ai un souvenir qui me fait penser à comme tu as décrit Florida Project, dont j'ai entendu parler, qu'il faudrait que je regarde aussi, et qui est très beau quoi. Bayou, film un peu à émotion, Mud, trop très bon. Ouais, carrément. Jeff Nichols aussi, pareil. Ouais, qui était très bien, c'est vrai. Et qui rentre dans cette catégorie d'année 2010. Il y en a eu, Dallas Buyers Club, enfin bref. Ouais. Parce que là, Matthew McConaughey, hop. Jeff Nichols en plus, je pense aussi ici un film. Je crois qu'il rentre dedans. J'aime beaucoup aussi Midnight Special, aussi, qui est un film magnifique aussi au passage. Hommage à la Amblin. Donc il y en a eu, voilà, il y en a eu des trucs un peu, ouais. Très bien, je raille donc cette catégorie bouleversif. Et il en reste plus beaucoup. La plus grosse surprise, plus grosse claque, le film que vous attendiez le moins, ou le réalisateur. Et moi c'est John Wick, disons. Parce que c'est sorti. Alors déjà j'attendais plus Keanu Reeves. Hein, j'ai passé des coups de fil, il me répondait plus. Qu'est-ce que tu fous Keanu Cause bordel. Et en fait, je m'attendais surtout pas à revoir ce type d'actionneur hors Asie. C'est-à-dire que ce serait japonais ou chinois ou coréen ou thaïlandais. Enfin, tu dis ok, mais là, ce genre de truc, avec en plus du coup cette qui devient une trilogie. Je sais pas si c'était prévu du départ, mais qui devient une trilogie, voire peut-être une saga en fait. Il sort en 2021. Voilà, tu vois, une saga dans un monde parallèle en plus, donc on est à moitié. Enfin voilà, et puis moi je trouve ça cool, c'est frais, ça m'a fait plaisir quoi. On est sur du cinéma qui se prend pas trop la tête, alors oui, on pourrait dire plein de choses, c'est sans doute pas parfait, sans doute, mais Keanu Reeves, moi je trouve ça cool parce que ça se voit que Keanu Reeves il se fait plaisir. En fait. Ah mais ça il s'éclate. Et il kiffe en fait, avec son modo jeu, et en fait du coup c'est taillé pour lui parce que voilà, avec son visage qui peut plus bouger. Ou qui bouge, je sais pas. Il est complètement monolithique. Mais du coup ça marche très bien et voilà, j'étais surpris par ça parce que je m'attendais pas à ça du tout. Et je m'attendais vraiment à une bousasse de ouf, hein, vraiment. Je me suis dit merde, ça y est, il commence à faire du Nicolas Cage. Et Nicolas Cage il joue dans Mandy. Ouais, voilà déjà. Oui, mais bon. Et puis de Lord of War, quand même. Désolé, mais ouais, mais bon. Moi je te fasse aussi. Moi je veux bien qu'on fasse une émission spéciale Nicolas Cage, et notamment sur la décennie, parce que là on va se marier. Il y en a plein que j'ai pas vu. Il y a beaucoup de merde. Mais il y a beaucoup de merde. Parce qu'il est aussi dans le Proyas. Hein. Oui, c'est vrai. Qui est pas terrible d'ailleurs. Mais bon. Dans le pacte aussi, c'est la merde. Oui, enfin voilà. Donc, mais bon voilà, John Wick. Pour moi c'est un peu. J'étais surpris par ça, je m'y attendais pas du tout. Je vais dessus sur John Wick. Moi, pour ma meilleure surprise, j'en ai deux en fait. J'avais John Wick 3, surtout, encore plus que les autres, parce que les autres, moi, j'aime énormément les deux autres, mais je trouve que le 3 a atteint quelque chose que je m'attendais pas à voir, et en termes d'action, il y a des trucs de fou, et je me suis éclaté. Puis il y a tout un truc avec les animaux, moi que j'adore aussi dedans, où il y a vraiment un jeu de collaboration vraiment entre les humains et les animaux dans les séquences d'action, et que je trouve folle. Il y a plein d'idées, et puis l'univers se développe toujours de plus en plus. C'est ça.
Et bon, t'as l'impression que l'univers se développe au fur et à mesure. Il commence déjà depuis un certain temps à gripper sur Matrix un petit peu et à bouffer sur Matrix. Et on pourrait même imaginer peut-être une sorte d'univers alternatif dans lequel Matrix, ce serait fou, voilà, ce serait complètement fou. C'est un autre programme. Voilà, ce qui serait une très bonne idée en fait. Ce serait marrant d'ailleurs. Et en tout cas, moi, j'ai adoré. Et pour moi, c'est vraiment un des gros kiff actionneurs hors Mad Max Fury Road que j'ai vraiment surkiffé. Et j'en cite un deuxième parce que je l'ai vu donc à Germain. Il a eu le Grand Prix cette année à Germain, Puppet Master Little Reich, qui est le dernier Puppet Master avec des Puppet Master nazis okay. Et qui tuent des gens et c'est trop bien. Il y a la scène la plus drôle que j'ai vue, elle est dedans aussi. Mais il y a quand même un mec qui se fait décapiter par une Puppet Master hélicoptère drone qui décapite le mec pendant qu'il est en train de pisser et sa tête tombe dans les chiottes et il se pisse sur sa propre tête. Et juste pour ça, je trouve ça génial. Et il y a plein de séquences de meurtre complètement absurdes. Il y a même ça devient très rare, c'est vrai. Voilà. Et il y a même une petite marionnette qui rentre dans le bide d'une nana qui est enceinte et puis il prend le bébé dans le bide de la nana, il lui insère le cordon ombilical autour de la tête, il l'étouffe et puis il lui éclate le bide de la femme et il sort avec le bébé. Full l'année 80. C'est génial, c'est vraiment des très très grands moments. Et je m'attendais pas à ça en allant jamais. Tu m'étonnes, parce que vu comme t'en parles, oui. Je pense et puis il y avait le plaisir de revoir Udo Kier en plus cette soirée, je pense que ça a joué parce que Udo Kier était là, il a reçu un prix d'honneur. Il était bourré, il voulait qu'on lui serve son blanc dans son truc, son truc d'honneur. C'est extrêmement drôle. À la Bukowski dans Apostrophe. Voilà, c'est exactement ça. Et ouais, ça a été une grosse surprise. Je me suis éclaté en fait comme un gosse devant ce truc-là. Alors c'est pareil, c'est bourré de défauts, c'est pas très bien écrit, mais il y a un amour du gore, il y a un humour absurde qui est vachement fin en fait, qui est beaucoup plus fin que tout le reste, avec beaucoup de blagues justement. Sur les juifs et il y a des blagues très très drôles mais qui est justement, et il y a tout un travail sur les comics aussi qui est assez intéressant parce que le personnage principal est un jeune qui fait du comics en fait et qui n'arrive pas à trouver l'inspiration, et donc son meilleur pote est juif, donc il va créer pas mal de situations cocasses avec cette marionnette. C'est vraiment très drôle, et puis je trouve que c'est même un film qui est une ode à la tolérance, et je trouve ça aussi assez étonnant dans un film comme ça. Dans ce style là alors, par contre c'était un peu raté, mais bon, juste pour faire une petite digression sur l'esprit des années, bon, on a vu Rambo ce matin, mais sur l'esprit des années 80 et tout, il y a le Predator de Shane Black quand même, qui se pose là, et ce serait cool qu'il y ait une director cut un jour, parce que je pense que ça n'arrivera pas, mais voilà, pour retrouver cet esprit là qui revient un petit peu. Il y a le gars de Chucky qui va faire une série normalement. Oui, parce que j'ai pas vu le remake, mais ça a pas l'air bien. Mais si, c'est pas mal. Il est bien. Il est vraiment. Mais c'est pas fait par. C'est pas le matériau. Non, bien sûr. C'est un reboot quoi. Pour moi, pour là, ça fait partie des autres surprises au passage que j'étais surpris par Child Play. Mais du coup, j'attends la série de je sais plus comment il s'appelle. De Don Mancini. Ouais, voilà, ça pour voir s'il va pouvoir réussir à redonner ces films là à la Ghoulies, ce qu'il avait fait avec le film de vidéoclub, Chucky. Voilà, tout à fait, ouais. Le vrai film de vidéoclub des années 80 quoi, qui était vraiment le film d'horreur qui s'en fout quoi, la street trash et tout, et qui est subversif. Et oui, c'est ça, ouais. Voilà, parce que ça manque, hein, putain. Ouais. On pourrait faire un truc que sur l'horreur pour en parler des heures, mais putain. Mais pour moi, c'est la fin le cinéma d'horreur est mort cette décennie là, hein. Je sais pas si Paranormal Activity ça rentre dans les mais tu vois, ça a annoncé la décennie qu'elle est derrière, comme les films de super-héros. En tout cas, j'ai le cinéma d'horreur mainstream plutôt. Oui, je parle au grand public, tu vois, mais c'est ce qu'a donné quand même derrière. On pensait que Saw avait déjà bien fait le travail, Scream avant. Bah putain, Paranormal Activity et American Nightmare et tous ces trucs, on nivelait vers le bas. On digresse. On était parti sur la découverte. Je parle de la décennie quand même. On n'est pas encore sur les films d'horreur. On n'est pas encore sur les films d'horreur. Vous aurez tout le temps. Oui, mais on aura tout le temps. Bah toi, allez, c'est vrai, t'as raison. C'est pas pour. Non mais t'as raison. Je vais t'emprunter tes lunettes. T'es sur la surprise. Pour faire mon cosplay d'amateur de films d'auteur. Et c'est pas le masque et la plume. Vous parlez du coup d'abord vous parlez de. Alors je sais pas si je vais bien le prononcer, mais Ciro Guerra, un réalisateur colombien qui a fait L'étreinte du serpent d'abord, puis Les oiseaux de passage. Alors L'étreinte du serpent, j'en ai un souvenir vague, une espèce de grosse crise d'angoisse, de trip dans l'Amazonie, hyper oppressant et en même temps un super souvenir. Donc L'étreinte du serpent, c'est à voir absolument. Et plus récemment, qui est sorti au cinéma cette année ou l'année dernière, j'ai un petit bout de cette année je crois, en tout cas en France, c'était Les oiseaux de passage, et ça parle d'un groupe d'indigènes en fait qui se lance dans le trafic de marijuana dans les années 70 en Colombie, et
jusqu'à quel point ça va avoir une influence sur leur vie, sur leurs traditions, sur tout ça. Et en fait, c'est juste génial. C'est juste, tu sors du cinéma éreinté parce que c'est. Mais encore une fois, je vais dire, c'est super beau. J'ai l'impression de toujours utiliser les mêmes superlatifs. Mais En même temps, c'est le top, en même temps, donc voilà, c'est c'est un vachement film qui t'a beau. marqué. Pararos de Verano en espagnol et Les Oiseaux de Passage en version française. Et c'est pareil, ça fait partie de ces réalisateurs dont on parle pas beaucoup, de films dont on parle pas beaucoup, mais Les Oiseaux de Passage, ça sort un peu. En fait, c'est un peu. Dans ces dernières années, là, on a tous les tripes autour de la série Escobar et tout ça, et toute cette espèce de fantasme autour de. De ces espèces de fantasmes autour de la Colombie et de cette espèce de. Je trouve que la série, même si elle idéalise pas le personnage, il y a quand même un côté un peu voyeuriste et divertissement qui, moi, m'a un peu gêné. Il y a ce truc avec Tom Cruise aussi, là, je sais pas, qui était marrant, mais comment c'est tu sais, où il est passeur aussi, là. Ouais. Où il passe de la cam entre justement avec Escobar et tout. Et puis il y a eu ce film Netflix aussi avec les trois là, ce trio de. Ah oui, que j'ai pas vu non plus. Frontière là où il. C'était quoi bref, il y a eu beaucoup, ouais. Mais c'était cette espèce d'esthétisation et de romantisation des trafiquants de drogue qui, moi, parfois. Et là, ça monte un autre versant, ça monte autre chose, ça monte peut-être. Je sais pas si c'est plus réaliste parce que je peux pas parler de quelque chose que j'ai pas vécu, mais c'est peut-être donne peut-être une autre face du. La mule. Essaye, La mule. La mule. J'ai le nez un peu bouché. Oui, la mule c'est encore plus. La mule ça parle pas vraiment, c'est un prétexte. Le trafic de drogue est un prétexte dans la mule. Mais ouais, non, je sais pas, c'est quand même agréable de voir peut-être une autre face de la pièce, quoi, parce que on est toujours un peu. Moi ça m'a fait du bien. C'est bien que ça vienne de chez eux, surtout parce qu'on voit beaucoup de trucs qui sont faits par des Américains ou des. Même si c'est lié, bien sûr, mais. C'est ça, on a beaucoup d'Américains qui nous parlent de ce qui se passe en Colombie. Mais quand c'est fait. d'avoir des Colombiens qui nous parlent vraiment de ce qui se passe en Colombie. Vraiment, je sais pas, mais en tout cas à leur manière. De leur point de vue. Et les autres passages, vraiment. Grosse claque. Si vous habitez à Brest, j'ai le DVD. Vous écrivez un mail sur synesthésie à tutanota.1. Mais un jour, on aura. Voilà. Il y a le Bretagne, un sans renom, tu me diras. Oui, il faudrait peut-être organiser des trucs. Oui, c'est vrai. Peut-être que le cinéma Le Bretagne, si jour, vous m'écoutez, si vous m'entendez, Romain, les autres passages. Ce serait kiffant ça qu'on arrive à faire ça un jour. Ouais. Allez, on se dit sa bonne résolution pour l'année 2020. Une soirée. On se fait avec les gens. Un spécial synesthésie. Je pense qu'en plus, on pourra tous. Chacun notre film préféré. Je pense qu'on pourra rentrer dans la salle en plus, ça, parce que à moins que ça explose d'un coup là. Et pour enchaîner, tant qu'on y est, donc sur mes découvertes des années 2010, le cinéma espagnol en général, Alberto Rodriguez, en tout cas le réalisateur qui a fait La Isla Minima, une espèce de polar post-franquiste hyper sombre. L'homme au village, c'est juste génial. C'est juste tout ce qu'on aimerait voir dans le cinéma. Puis Alex de la Iglesia, que Dios n'est pardonné aussi. El Bar, qui m'a bien traumatisé. J'aurais pu parler de El Bar. El Bar de DTV, mais j'ai l'impression que ils ont, comme s'ils avaient plus les mains libres que le cinéma français, j'en sais rien, mais en tout cas ils osent plus. Regarde les Goya, regarde les prix qu'ils donnent aux Goya. Ça n'a rien à voir avec les Césars. Que Dios nos perdone, La Isla Minima, L'homme au village, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est juste génial. Si vous n'y avez pas encore goûté, allez-y. Puis Alex de la Iglesia. Mais après, El Bar, c'est bien, mais c'est pas non plus. Non, mais tu dis cinéma espagnol, je suis obligé de dire Alex de la Iglesia. Je suis d'accord. Mais El Bar, c'est ça. Mais ce truc, c'est que Alex de la Iglesia, dans les. Puis sans ce mec-là, on aurait 10 dernières années, c'est pas ce qu'il a fait mieux. Non. Ah non, bien sûr. On parle des années 2010, monsieur. On est dans les El Bar, j'ai bien aimé. Le mec tombe sur l'idée des années 2010. Zogaramundi qui est sur Netflix d'ailleurs, passage. Il y a celui-là, et il y a là où le mec il tombe et il s'empale sur un truc de chantier. Oui, très bien aussi, ça, je m'appelle. Comment il s'appelle? Et tout est médiatisé autour. Le dernier Rambo, Last Blood, là, il y a un piège comme ça dans le. Non, mais sur la Iglesia, je suis sûr qu'il est dans la décennie, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà. Mais bon, de toute façon. On en est là. Est-ce que vous avez une dernière découverte qui vous reviendrait là? On reste sur la découverte film, c'est ça. Par réalisateur. Sur les surprises, ou film ou réalisateur, parce que moi, du coup, j'ai cité Rodriguez, mais. Truc surprenant. Attention, pas trop de blanc. Non, mais de vraiment, tu vois, c'est vrai que c'est John Wick qui a popé. Il y en a sûrement d'autres, forcément. Je suis désolé pour les premiers réals, enfin pour les premiers films, sûrement que j'oublie là, mais. Ouais, j'ai deux réals que je pourrais noter au passage, mais que si on fait vraiment les réals qui sont sortis. Panos Cosmatos pour Mandy et Beyond the Black Rainbow. Je valide.
Et puis Ari Aster pour, bon, vous n'en parlez pas, Midsommar et Hérédité, qui pour moi, deux excellents films. Midsommar, très très bon. Moi, Ok. il est pas dans mon liste, mais je l'ai regardé grâce à toi, je vais pas dire à cause quand même. Oui. Et C'est exactement c'était ça. une très très bonne surprise. Ouais. Après, je le mets sûrement pas au même niveau que toi tu peux le Oui, mettre, ouais. mais ça reste pour moi oui, c'est vrai que c'est une surprise, c'est très étonnant. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, C'est un film étonnant. Très bien. Alors, on va passer au film le plus terrifiant. Alors là, je propose qu'on mette Romain en dernier parce que ça va nous prendre 3 quarts d'heure. Allez, je me lance en premier. Vas-y. tiens, Ouais, parce que pour changer un ce peu, sera c'est peut-être vrai. celui qui en aura le moins à dire parce que. Est-ce que t'as les Parce chocottes que j'ai un petit cœur facilement C'est ça. bouleversable, donc j'ai beaucoup de films bouleversants, mais alors du coup je me préserve et les films terrifiants, je m'en éloigne. Mais quoique, depuis que j'ai rencontré Romain, je me force un Tu peu. te forces un et peu. j'ai entre autres adoré Mandy, mais celui qui m'a peut-être le plus marqué, il y en a deux, ça va être. Alors quand on dit terrifiant, hein, c'est film d'horreur, c'est pas forcément Non, un oui, film oui. qui nous a fait faire pipi dessus. Ça peut être un thriller. Il y a The Witch. Ah, The Witch, Ben que j'ai Eggers. beaucoup aimé, que j'aurais du mal à résumer comme ça, mais peut-être que Romain va pouvoir m'aider pour le coup. Mais ça se passe dans la forêt, c'est une famille qui essaie de survivre plus ou moins. Il y a Des gens qui sont virés de leur village Ouais, parce ils qu'ils sont sont- trop extrémistes dans Ouais, leur catholicisme. dans la religion, Ah ouais. ça parle de religion. J'avoue que j'ai du mal, mais je sais Il y a une qu'il m'a sorcière qui gravite dans la forêt Ouais. qui est autour. Ouais. marqué. Et c'est un très très bon film. Dernier train pour Busan. Ah, c'est trop bien ça. Donc, Que j'ai pas vu encore, qui est sur Netflix. film de zombies. C'est vraiment- qui est disponible là sur Netflix actuellement et qui est vraiment chouette, sans être terrifiant hein, pour le coup, moi j'ai pas, mais qui est un très bon Alors, film. je suis d'horreur plus avec attiré par le. Il y a un truc d'animation qui va avec, qu'il a fait avant Oui, qui est bien, qui est ou très après. zombies. Sur les cochons. Et ouais, mais qui est un peu. Je crois qu'il a fait avant, je crois. Ouais, avant, ouais. Qui doit être un moyen Ouais. métrage Mais et qui a donné un peu. Je suis très attiré par ce truc-là et je suis un peu déçu parce que Dernier Train pour Busan vient de tomber sur Netflix là. Il est dispo et j'ai pas l'impression que le cours est sur le DVD. Ouais, qui était vendu Oui, pourtant c'est- avec le. Alors après, j'ai pas cherché, peut-être qu'il y est aussi, mais je sais plus comment il s'appelle. Et donc C'est j'ai vu très des bon. extraits et qui a l'air vraiment cool quoi. Et j'ai eu de bons retours sur Busan, effectivement. Même s'il est mort vivant, j'en ai Qui va avoir droit à une Mais suite dans je quelques déteste, années. je j'en ai un peu déteste. plein le cul des morts mais vivants. voilà, Je moi, continue à j'allais dire regarder ça. The Walking Dead par J'allais dire habitude, ça, mais moi j'ai jamais vu j'ai pas pu voir les Walking Dead. moi c'est par habitude, c'est comme un voir des comics zombies que tu partout, suis. ça commençait à me fatiguer. Ouais. Mais dernier train pour Busan, Mais quand c'est bien fait. c'est. Mais il renouvelle un peu avec le les zombies truc. qui courent. Oui, voilà. Bah comme dans. Oui. Oui, alors 28 jours plus tard et attention, Ah, ça avait déjà été fait. Ouais. Avec les infectés, oui, Ouais. ils avaient fait déjà ce Ouais, qu'ils courir, mais attention. puis cette espèce Attention. le fait que tout se passe quasiment dans Et un c'était la train, décennie. Le train fonctionne voilà. bien, ouais. Ouais, le train, oui, voilà. Puis Les Snowpiercer, Coréens, quoi. les trains, Enfin, Snowpiercer, ouais. ouais. Vraiment un truc avec les trains. Et moi je veux pas aller plus loin sur les films d'horreur, enfin à part que Mandy et Beyond the Black Rainbow, que j'ai vu la bande-annonce à peu près 10 fois, que j'ai pas encore eu le courage de mettre t'as pas le encore vu Blu-ray dans. T'as pas encore vu J'ai le Blu-ray, mais j'ai pas encore mis dans mon lecteur. Dans le lecteur. C'est un truc de niche, Beyond the Black Rainbow, je suis pas sûr que ça plaise à tout le The monde. Void, j'avais C'est très bien, j'avais ouais. bien aimé aussi. Mais voilà. Alors, Je m'arrête là avant de. Je vais y Faire aller une du prise coup, d'angoisse. mais comme je vous le disais un peu tout à l'heure, moi je suis quand même très déçu par tout ce qui se fait au niveau de films d'horreur, enfin, dans tout ce que ça peut englober. Je trouve que moi je suis vachement plus critique, notamment Romain et tout. J'ai du mal beaucoup avec tout ce qui est Blumhouse. Conjuring, Insidious. J'ai de la sympathie pour Blumhouse pourtant, parce que tu vois, Get Out, j'ai trouvé ça très bien, mais ça me fait. Enfin, je retrouve plus. On a longuement parlé d'Hellraiser, et qui est un peu pour moi aussi un peu une référence. On voyait des images de Cujo là tout à l'heure, parce qu'on regardait la dernière de Daron, et voilà. Et j'ai du mal à retrouver dans le cinéma. Alors peut-être que je regarde pas les bons films aussi, j'en sais rien, tu vois. Peut-être que je tombe pas sur les bons trucs, mais moi, tout ce qui est Annabelle, tout ça, enfin, je sais pas quoi. Ça me parle pas, ça me donne pas envie. Ouais, Conjuring, tu vois, ça marche pas du tout sur moi, ça me fait ni peur ni rien en fait. Et donc j'en ai pas vu beaucoup, et donc par pur. Comment dire. Juste pour me faire plaisir à moi-même, je vais citer The Lord of Salem, qui se rapproche quand même pour moi le plus quand même, parce que j'ai toujours l'image de ce prêtre là, Son visage. ouais, son visage là qui se rapproche de Hellraiser, enfin voilà, qui me rappelle les Cénobites et tout, de Rob Zombie. Voilà, tout simplement. Ah bah, Alors c'est pas terrifiant forcément, franchement la peur au cinéma, je pense que de toute façon la peur, on en parlait aussi tout à l'heure,
la peur s'est déplacée dans les jeux vidéo. Alors moi par contre j'ai du mal du coup, parce que je flippe trop et ça me gâche un peu mon expérience vidéoludique. Autant je le supporte très bien en film, autant en jeu. Enfin genre le Resident Evil 7 là, j'ai un casque VR mais je le ferai jamais parce que ça me ferait trop flipper. Et puis bon j'ai pas envie de me... Voilà, ça me plaît pas de me mettre mal à l'aise. J'aime bien l'expériencer si tu veux au cinéma mais pas... Donc voilà, donc ce sera Lord of Salem, même si c'est sûrement Resident Evil 7 l'expérience la plus flippante de cette décennie, c'est sans doute Resident Evil 7 en VR, sans doute. Mais voilà. Petit Rob Zombie quoi. Non mais pareil, Lord of Salem, je comprends. J'en ai deux, mais je vais revenir sur Midsommar qui pour moi m'a vraiment... c'est une terreur... Alors, psychologique qui est intéressant pour le coup, c'est vrai aussi. Qui m'a vraiment très malaisant. J'ai beaucoup de mal la première fois. Au cinéma, ça m'a mis très très mal à l'aise. Ça m'a mis autant de même état que Climax de Gaspard Noé, que j'ai pas aimé outre mesure Climax, mais il m'a foutu tellement la gerbe que je me dis putain ça fonctionne quand même. Mais voilà, Midsommar pour moi a vraiment complètement bouleversé et j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre et j'adore ce film, c'est un film que je trouve magnifique en horreur pure et qui m'a vraiment traumatisé. Et ça, je sais que je le regarderai jamais. Non mais je crois que c'est parce que ça me touche. Méfie-toi parce que c'est... Alors, je suis pas sûr. Bizarre, hein, la peur c'est comme l'humour, hein, c'est très particulier, c'est très pas singulier. spécialement, je sais pas, c'est très bizarre. Ouais, c'est un trip, c'est un mauvais trip. C'est très lumineux, c'est très étrange. Mais c'est beau ça. Ouais. En même temps, c'est très très beau. Et dans les films moi, qui m'ont vraiment terrifié au sens vraiment viscéral du terme et très primal du terme, il y en a un, mais je pense que tout le monde s'en fout parce que tout le monde personne ne connaît ce film-là ou très peu. Lovely Molly de Eduardo Sanchez. Eduardo Sanchez, c'est le mec qui avait réalisé avec comment il s'appelle, Daniel Myrick, le projet Blair Witch. Alors, il a fait beaucoup de merde après, pas très intéressante. Et il a fait ce truc qui s'appelle Lovely Molly, qui est une sorte de film d'horreur indé. Un peu chelou avec c'est un film de possession grossièrement mais qui est tourné de manière très très bizarre avec une sorte d'ambiance très très oppressante, c'est assez gore mais il y a des sortes de visions en fait d'horreur qui sont assez traumatisantes et qui moi m'ont marqué vraiment. Je sais que le dernier plan du film notamment me colle des frissons je sais pas pourquoi. Il y a une sorte de créature qui apparaît visuellement. C'est pour ça que ça marche parce voilà. que Et qui me fout les chocottes à chaque fois que je le vois. Et je trouve qu'il y a une ambiance très oppressante. Il y a une sorte de travail aussi sur la sexualité qui est assez malsain, assez dérangeant. Un petit peu comme dans Midsommar d'ailleurs, il y a aussi. Et ouais, ça a très bien marché, Lovely Molly. Donc c'est vraiment une curiosité. Il est sorti en direct ou DVD. Je crois pas qu'il soit sorti au cinéma. Mais il date de 2011, je crois. Et c'est vraiment un truc très très étrange. Et ouais, si vous avez l'occasion de voir ce truc-là, allez-y parce que c'est une vraie curiosité. Après, c'est pas très original, c'est vraiment un film de possession. C'est un jeune couple qui vient de se marier, qui vont être domicile dans la baraque des parents de la mariée, dont le père est mort et on suppute qu'il avait une relation particulière avec sa fille. Et elle sent qu'il y a une présence dans la maison et pourquoi pas celle de son père qui continue à vivre à l'intérieur. Et voilà de quoi ça parle et après ça va aller de mal en pire et c'est assez horrible et assez glauque. Et ouais, je vous conseille. Je vais d'avoir un petit doute, mais je pense pas. Mais Rec, c'est sorti quand ça 2008. Ouais, c'est ça. Ouais. Rec 2. Mais c'était avant la. Ouais, non, mais Rec 2, c'est pas ça. sorti. Une année plus tard, possible. C'est très bien, Rec 2 aussi. Ça, c'était flippant quand même. Ouais, et espagnol. Et espagnol. Mais même à la limite, moi j'aime. Mais flippant quoi. Rec 3 fonctionne sur moi bizarrement aussi. Rec 3, mais il y a quelque chose. Je m'en souviens pas. Au-delà du côté comique, il y a quelque chose qui fonctionne aussi. Je trouve que. Peut-être parce que je suis fleur bleue et que l'histoire d'amour m'a aussi touché. On va arrêter tout de suite de parler de Rec 2 parce que c'est 2009. Oui. Eh bah voilà, donc pas du tout. On pourra faire le meilleur film de la décennie précédente. Mais ça appuie ce que je disais tout à l'heure avec le film de. Par contre, on peut dire une douce de l'année quand même, une déception des années 2010. Au passation, peut-être qu'on passe après Rec 4 par exemple. Ah, mais c'est trop tôt. Que j'ai même pas regardé. Il y a eu tout un travail en amont. C'était mon plan. Est-ce que c'est oui, un film terrifiant? Midsommar, Lovely Molly. On peut passer à autre chose. J'aurais dû commencer par ça. Ça c'est fait, ouais. C'est fait. Eh bien, allez, pour compenser, on va passer au film le plus drôle pour vous de la décennie. Ah, Julien. En moi direct, de toute façon, c'est encore Man 2. Parce que Will Ferrell. Parce que voilà. Parce que de toute façon, ce mec me fait planer. Get Hard était très drôle. Enfin, moi, de toute façon, à part, j'étais très déçu par le Sherlock Holmes. Get Hard. Ouais, moi, Will Ferrell, moi je suis bon public. Mais Get Hard, alors bien sûr, encore Man 2 est vachement mieux. Mais moi, Get Hard me marre. Moi, je me marre. Je suis fan de Will Ferrell, d'accord. Moi, Get Hard, moi, ça me fait rire. Là, pas sur un moment de violence, un truc. Ouais, mais c'est trop. Mais voilà, j'étais très déçu par le Sherlock Holmes avec comment il s'appelle, son compère de. Ah oui, de Guy Ritchie, celui de Guy Ritchie. Non, de celui de Frangin malgré eux.
Ah bah non, oui, ça, oui. Enfin, t'as raison. le Sherlock Holmes, c'est pas bien. Il est pas drôle, quoi. Donc voilà, donc c'est dommage, mais encore même deux. Et ici, quand même, ça c'est assez récent, mais c'est quand même des trucs. Enfin, c'est Danny McBride, quoi, pour l'ensemble de son œuvre, quoi. C'est, je veux dire, là, The Righteous Gemstone, qui est très récent, hein, mais c'est à mourir de rire, quoi. C'est un truc de ouf. Voilà, donc, et puis bien sûr, Kenny Powers, enfin voilà, moi, de toute façon. Comment Will Ferrell et Danny McBride, c'est. Très bien. Le mec qui- Très bien. Donc, bon, toi, quand tu parles de Will Ferrell sur cette décennie, tu as retenu Get Out. Et bien moi, Non, je dis encore Man 2. J'ai retenu et encore Man 2. Mais moi, j'ai retenu Very Bad Cops. Désolé. Ah, mais ouais, mais. Ouais. Very Bad Cops. Qui est pas mon préféré, Comment mais, ça mais ouais. Attends, genre, tu veux pas me dire que tu mets Get Hard au-dessus de Very Bad Cops? Non, pareil. Parce que si... Comment ça, pareil? On Je arrête le tout mets de suite. je le Non, mets là, au on va même- arrêter tout de suite. Je le mets au même niveau. Non, comment ça? Tu veux... Avec encore Man. Tu sais ce qu'on va faire, c'est au-dessus, mais- qu'après ce podcast, on va Mais- regarder les deux à la suite. Tu vas me regarder dans les yeux et tu vas Ah, me dire bah- que Non, mais Very Bad Cops, c'est comme... Non. Ah ouais, pour Non. moi, c'est. Je peux pas juger sur cette. Non. Je crois qu'il y en a que j'ai Non, pas là, il vu. va falloir Donc, trancher parce que... j'ai On pas peut vu pas, on Get peut Hard, pas. donc. Ouais, mais très bien. Je dis Il y a rien. quand même une bonne raison. Je prends Il est ma quand partie. même face, il travaille quand même au cinéma. Ouais, je sais. Il travaille au cinéma de Bretagne, il a pas vu Get Hard, donc c'est peut-être. Ouais, mais est-ce qu'il est sorti au cinéma, Get? Non, je crois. Get Hard, Je suis pas sûr, Je hein. ne sais pas, et c'est peut-être pour une bonne raison. Ouais, mais Very Ah. Bad Cop est sorti au cinéma? Bien sûr que oui, Ouais. je crois. Ok. Oui, si. Parce que les Will Ferrell au ciné, Si. Ouais, mais Very Bad Cop, si. c'est assez rare quand même. Si, Very Bad Cop. Et, Donc ça reste pas longtemps, quoi. et donc je vais reciter un film que j'ai déjà cité, mais en fait c'est un peu difficile de remonter dans les années. Mais je vais reciter La folle histoire de Max et Léon. Parce que ça m'a. quand Ok, même alors ça beaucoup j'ai fait pas marrer. vu, ça m'étonne un Ça peu. m'a fait beaucoup marrer. Et voilà. Mais voilà. Parce non. que les comédies De françaises. toute façon, je crois qu'on n'a pas les mêmes. Parce que même Pattaya me fait rire, tu vois. On n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les Mais mêmes valeurs. Pattaya. Ah si, c'est Will Ferrell. Get Hard, c'est quand même plus un film de droite que Ça reste. Very Bad Cop. Ça reste Will Dans Very Ferrell, Bad quoi. Cop, c'est quand même une dénonciation de la police. Et alors que Get Hard, c'est quand même c'est limite quoi. Bah, On est c'est à la toujours du limite. film trumpien. quoi. C'est Ouais, toujours ouais. limite. C'est toujours limite. C'est toujours limite, mais ouais. Sinon c'est pas drôle. Mais alors, celui où il fait du patin artistique, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Ah mais c'était avant C'est ça. avant. Les Ah, reines c'est du avant. patin. Les reines du patin. Les héros du patin, ça doit être. Ouais, non, c'était avant, je pense. Ouais, Will Ferrell, de toute façon, c'est une relative valeur sûre. Quoi. Oh, À bah. part son film sur Sherlock Holmes, apparemment. Qui est- Ouais, que moi il j'ai m'a pas dit vu, que mais je qui est peux. pas- qui m'a- Mais qui est apparemment, il y a quand même dispensable. quelques bons éléments. Comme il y a quelques Ah mais t'as passages. toujours un ou deux trucs marrants si tu veux, c'est comme j'ai revu il y a pas longtemps, mais, alors je sais pas s'il est de la décennie, mais le monde perdu là, enfin l'espèce de truc avec les dinosaures là, Ah oui, oui, c'est oui. enfin oui, enfin, l'espèce de ils revisite un peu le truc de Jules Verne là, J'ai pas vu pour le coup. et mais je- qui est un peu un Jumanji avant l'heure quoi, et mais où t'as au moins une séquence qui est hilarante où il boit de la pire. Où il dit qu'il faut qu'il s'asperge d'urine Ah oui. de dinosaures et tout, et qu'il en boit. Il dit ah bon, on va s'asperger d'urine et tout. Et puis on va en boire un peu. Ah non, non, en fait, ne le faites pas. Non, ne le faites pas, c'est une très mauvaise idée. Et puis, voilà, rien que pour ce passage-là, de toute façon, ça tue quoi. Bah très bien. Mais alors maintenant, Romain, si tu dis Get Hard, tu sors. Alors, je dirais Get Hard d'abord. Non mais Get Hard, vraiment, vraiment sur 10 Ouais, ans, ouais, là, sur ouais. les 10 dernières années, Non. le truc qui t'a fait le J'ai plus pas de dit ça. poiler, c'est J'ai- Get Hard. J'ai pas dit ça, j'étais en train de dire un peu les films de Will Ferrell que j'ai vu sur les 10 ans. D'accord. Non, c'est encore Man 2. Ouais. Et Danny McBride, je le redis encore Ouais, une fois, mais putain, après, The mais- Righteous Gemstone. Encore Man 2 c'est bien, C'est- mais c'est un peu trop, tu vois, ça fait un peu film d'auteur Ah, quoi, moi, côté je de Very Bad Adam Cop. McKay. Ouais. Donc bon, très bien. Voilà. Bah, peut-être mettre personne d'accord. Bah, Tête 2 m'a fait énormément rire. Voilà, Tête 2. Alors, je crois que je l'ai pas vu de le 2. Seth MacFarlane. J'ai vu J'ai le vu 1. mais pas le 2 je crois. Mais alors moi, Seth MacFarlane, j'ai un problème avec... j'ai jamais aimé Family Guy et tout. Ah, moi j'aime pas trop Family Guy, C'est- j'aime beaucoup ou American Dan bah, pour le coup. Pareil, mais- j'ai enfin, je sais pas pourquoi, hein, il a des trucs d'humour qui... Et Ted, j'avais été un peu déçu, parce que pourtant, j'ai de la sympathie pour Mark Wahlberg, ouais. et a priori pour Seth MacFarlane. Mais, c'est vrai que j'aurais pu le dire aussi, mais il est énormément remonté dans mon estime avec The Orville, Ah, je sa connais pas. série de science-fiction, qui est... du coup, je suis en train de bouffer ton temps de Non, parole, t'inquiète, mais je donne mais qui est à la fois très drôle, vraiment, et en même temps une super série de science-fiction. Ce qui est quand même pas facile à faire, c'est d'arriver à faire un truc qui est aussi bon que Star Trek ou Farscape. Ça me fait Farsighter, pas ouais. mal penser à ça, et qui en même temps est très drôle et hyper social en fait, où là je le trouve juste Moi, il est sur d'accord. pas mal d'analyses de trucs sur l'homosexualité, sur la différence, enfin sur plein de trucs qui sont des trucs très Star Trekiens. Oui, Et tu vois que c'est vraiment un hommage
Je pense que c'est pour ça que ça peut exister d'ailleurs, parce que c'est Star Trek quoi, en gros, mais c'est tellement respectueux du matériau d'origine et en même temps drôle et inventif. Il n'y a que 2 saisons, là, je sais pas quand est-ce que ça reprend. Et voilà, donc je t'appuie si tu veux. Ouais, voilà, sur sur McFarlane, McFarlane, j'ai du respect pour ce mec-là, et bon, ce qu'il a essayé de faire avec Ted, c'est. Mais Ted 2, faut que je regarde le je 2. trouve que Ted 2 est plus. Il a moins ce côté. Le premier avait un côté assez gimmick et assez doudou. Bon, même si moi j'aimais bien voir Flash, voilà, bon, ça me fait kiffer voir ça. Avec la scène de baston avec Ming, le voisin chinois, je trouve très drôle. Le 2, je trouve qu'il va beaucoup plus loin. Il est moins doudou et il est plus. Je trouve qu'il y a un côté social que je trouve très intéressant aussi. Et puis il y a quelque chose d'un peu plus adulte en fait dans le deuxième que je trouve qui est plus brutal, plus violent aussi dans une certaine mesure. Et bon, moi je sais que la scène d'ouverture. Qui est pré-générique, j'ai eu un fou rire, on a eu un fou rire, j'étais avec ma femme et une belle-sœur, on a eu une crise de rire pendant tout le générique. En fait, le générique est long, hein, c'est une comédie musicale le générique, mais juste pour la séquence pré-générique avant ce truc-là, qui est un gag débile mais qui est extrêmement bien amené en fait. Et il y en a plein comme ça, il y a plein de gags extrêmement bien amenés. Et encore une fois, il y a tout ce fond social que je trouve vraiment intéressant, qui est déjà présent sur cette McFarlane en général, même dans American Dad dans une certaine mesure aussi. Bien sûr. Et puis bon, je remets quand même Puppet Master Little Stretch parce que avec le mec qui se pisse sur sa tête décapitée, moi ça m'a fait mourir de rire. Et il y a un film qui est alors, pour le coup qui est beaucoup plus mainstream en comédie, et tu parlais de Very Bad Cop tout à l'heure. Moi je pense à un film qui m'a beaucoup fait rire aussi qui s'appelle Let's Be a Cop, qui est une comédie beaucoup plus grand public, qui a des intentions, qui est à mon avis un tant soit peu plus cynique que la normale, mais je trouve le film très drôle. C'est l'histoire de 2 types, dont un développeur de jeux vidéo et l'autre c'est un raté, grossièrement un loser, et qui lors d'une soirée vont décider d'aller louer des costumes de flics, et qui se retrouvent en soirée et qui décident de devenir des flics au bout d'un moment parce qu'ils voient que ça marche auprès des nanas quand ils les croisent dans la rue après leur soirée. Et le mec va partir complètement dans son délire de devenir flic, il va acheter une bagnole de flic, ce truc, et ils vont commencer à rentrer dans le truc, ils se retrouvent confrontés à des vrais barons de la drogue. C'est américain ça ? Ouais, c'est américain. Alors, c'est une comédie vachement plus classique. Hein. On n'est pas chez Adam McKay, on n'est pas chez Will Ferrell. C'est pas du tout le même. Mais moi, je trouve que ça m'a fait beaucoup marrer en fait. Le film, je trouve très drôle. 21 Jump Street aussi. C'est un peu plus dans cet esprit. Le premier, là. Le premier était bien. Et on en a parlé tout à l'heure un peu. Scott Pilgrim aussi. Oui, Scott Pilgrim, c'est vrai. Qui marche aussi. Et je toujours sur. La trilogie Cornetto. Bah, moi, je mettrais aussi parce que. Dernier pub avant le dernier fin du pub monde qui est dedans. Hot Fuzz, je sais pas. Ouh là, non, pour moi c'est avant 2010. Hot Fuzz, ouais, c'est peut-être. Mais dernier pub avant la fin du monde aussi pourrait rentrer dedans. Parce qu'il y a eu Paul qui était marrant aussi. Paul était marrant, ouais. Hot Fuzz, bien avant 2007. Ah ouais, donc ouais, putain, il y a eu un gros gap entre. Pour avoir le dernier quoi. Ouais. Parce qu'il c'est quoi, il est de quoi, 2017 dernier pub. Oh, peut-être un peu plus. Oh, peut-être 2000. Il est pas si vieux que ça. Je l'ai pour la regarder, je l'ai en Blu-ray, mais qui est très bon, moi j'aime beaucoup aussi. Ouais. Après, ouais, on est trucs de toute façon sur les anglo-saxons. C'est vrai que là, alors j'ai pas vu Max et machin là, mais il me faut rire le Palma Show, mais pas non plus. Je sais pas. J'ai des trucs, l'humour. Non, mais on va pas se mentir, les comédies françaises, elles sont. Je pense qu'il y a un gap générationnel entre. Elles sont pétées les comédies françaises quand même. Il y avait pas se mentir. Ah mais moi j'aime les trucs débiles. Moi je suis de l'école. OSS, ça te fait pas rire. Ah ouais, c'est ça. Ah si, OSS ça me fait rire, ouais. Mais pas. C'est français, monsieur. Ouais, mais je trouve pas ça ouf quoi. Camping. Un camping, pas du tout. Par contre, il y a une comédie française. Alors là, non, là tu commences à partir dans les trucs là, Front du Bosque et tout. Avec. À la 2 là, je sais pas quoi. Ne tourne pas, c'est infernal. Ouais, même ça, j'aime pas. Il y en a une. J'aime bien Platane. J'aime bien Platane. Alal Police d'État. Voilà, Alal Police d'État. Est-ce que c'est dans les dernières années? Alal Police d'État. Alors d'accord, mais t'aurais dû faire un truc plaisir coupable alors. Oui. Comment ça, plaisir coupable? J'ai aucune culpabilité. Non, mais si, mais Alal Police d'État en plus j'aime bien parce que j'ai de la sympathie parce que mes potes algériens regardaient un truc qui s'appelait l'Inspecteur Tar. Qui est un espèce de Frank Drebin algérien. C'est trop bien. Et on regardait ça en VO du coup, enfin. Et même si je comprenais pas la moitié de. Ça me faisait trop. C'était mort de rire. Déjà parce que eux étaient morts de rire, mes potes à côté, et moi ça me faisait rire parce que je retrouvais. Que vous voyez que là ils essayaient de refaire du Frank Drebin, y a-t-il un flic, tu vois, mais à la sauce algérienne quoi. Et il y a une personne qui a le DVD dans le mystère, c'est Romain. Ça c'est lui, Oui, je sais. Une personne si. Ah ouais, moi c'était qui VHS, est c'est les années à 70 ou c'est aux années 80. On dirait que de toute façon c'est filmé avec des. Oui, avec des moyens. Ils ont pas une thune les mecs et tout. Écrivez-nous, on va faire concurrence à Netflix, on fait location de DVD. Location de Police d'État, moi je le loue avec plaisir. Et donc je pense que c'est un hommage à ça, la Police d'État. Oui, je pense aussi, oui. Entre autres.
Ouais, et puis il y a des squelettes qui sont pétés la gueule. Donc un extraterrestre tout vert dans une boîte. Non, c'est génial. Voilà. Et c'était dans la décennie, ça se peut plus. C'est ça, non, c'est dans la décennie parce que je me souviens d'être allé le voir au cinéma. Je l'ai vu aussi. J'étais à Toulouse, donc c'était dans la décennie. Et s'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait Aller à la police. J'ai pas vu Problemos, donc je peux pas en parler. Apparemment, les gens trouvaient ça marrant. J'ai entendu que du bien sans l'avoir vu. Judor, probablement. Oui, Eric Judor, c'est sans doute. Au moins marrant. Un peu. C'est lui qui réalise. Donc, on va enchaîner avec. Le meilleur Clint Eastwood. C'est vrai. Votre meilleur film de Clint Eastwood de la décennie. Il n'y en a pas eu énormément. Enfin, il y en a eu quelques-uns. Donc je vais faire la liste rapidement, voir lesquels vous avez choisi. Donc on a J. Edgar, on a Sully, American Sniper, La Mule, le tout dernier. On a Just the Boys et 15h17 to Paris. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on n'a pas on l'a peut-être pas reprécisé, mais il faut le préciser. On a un spécialiste avec nous de Clint Eastwood. Spécialiste, je sais pas. Mais il se fait l'honneur de faire tous les Clint Eastwood possibles et imaginables. Ouais, alors non, c'était mon défi sur 2019 de regarder tous les films réalisés par Clint Eastwood. Là, tu réussis ou pas? Je n'ai pas réussi. Il me reste une quinzaine sur une quarantaine. C'est pas mal, mais voilà. Donc, on va commencer par Julien. Moi, je pense que c'est Sully. Parce qu'en fait, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas vu de Clint Eastwood parce que je sais pas, ça m'était sorti de. Et je crois que je savais même pas que c'était lui au début. Enfin bref, mais j'ai beaucoup aimé Sully, quoi. J'ai trouvé ça super bien fait, comme d'habitude, avec une histoire qui pourtant a priori m'intéresse pas plus que ça. Enfin, d'un truc qui est pas non plus la façon dont le film est construit. C'est passionnant, quoi. Alors que il y a un casting de ouf en plus, mais c'est vrai que la façon dont il construit son film, en fait, d'un truc qui pourrait être à moitié anecdotique, comme d'habitude, il arrive à t'en sortir quelque chose et qui encore une fois chez Clint Eastwood est fin, dans le sens où encore une fois, moi les gens qui me disent je peux pas regarder Clint Eastwood parce que c'est un mec de droite, justement il devrait regarder parce que va me trouver des trucs purement propagandistes de droite dans ce livre, par exemple, tu vois. C'est on voit bien que le gars est pas borné dans ses idéaux et qu'il arrive à faire du cinéma en dépassant et qu'il peut parler à tout le monde malgré son angle de vue et son point de vue, quoi. Et celui est encore une fois un bon exemple où l'héroïsme américain est pas non plus porté alors c'est sans doute le cas aussi dans American Sniper, mais où il est mis en avant, bien entendu, mais d'une manière tellement intelligente et fine que ça te parle plus de la culture américaine que juste de la figure héroïque comme symbole, tu vois, sociétal ou un truc comme ça, quoi. Donc voilà, donc ce livre très bien, quoi. American Sniper, que je trouve une sorte. J'aime beaucoup le côté, quand tu parlais de la question politique, en fait, des opinions politiques dans Eastwood. Je trouve que c'est un film qui est parfaitement ambigu, en fait, et j'aime bien ce côté-là. Puis je trouve que c'est une alternative intéressante à la manière dont on travaille le héros au cinéma actuellement avec Marvel et autres. Là, on a une manière beaucoup plus nuancée et politisée sans l'être trop non plus, parce qu'évidemment il y a un parti pris patriotique évident, mais il arrive à aller au-delà d'un clivage politique, d'un clivage droite-gauche aussi, d'être très humaniste, même s'il est extrêmement patriotique, et ça je trouve ça extrêmement fort et extrêmement fascinant, en fait. Je trouve ça, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui est dans cette ambiguïté-là, qui impose pas un discours directement, qui est beaucoup plus tensant continuellement, que d'avoir un type qui te dit voilà, moi je suis comme ça, point. C'est pas. Là je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a toutes les. Enfin, tu sens toujours les. Eastwood, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'aspérité, en fait. C'est quelqu'un qui est pas lisse. Et dans cette aspérité-là, il y a les creux, il y a ce qui ressort. Il faut aller explorer tous ces trucs-là. Je trouve qu'American Sniper est intéressant parce qu'on va explorer un petit peu toutes les ambiguïtés, toutes les contradictions du personnage d'Eastwood à travers ce personnage-là. Et puis justement, ouais, tout ce travail du mythe du héros, fait de la manière dont on iconise un personnage aussi, je trouve ça intéressant parce que là où le héros, encore une fois chez Marvel, est lisse et parfaitement inintéressant, là le héros, qui est un héros plutôt réaliste, un héros du quotidien, mais qui en même temps a ce côté héroïque et extrêmement galvanisant, qui a un côté épique. Moi je trouve qu'il y a la mise en scène de la guerre aussi dans American Sniper est juste folle, en fait. Il y a des scènes de tension. Je pense notamment à cette scène avec l'enfant, notamment. Moi je suis justement. Que je trouve folle. Mais ouais, pour le coup, c'était pas d'accord, c'est intéressant. Sur les scènes de guerre, je trouve que c'est pas ce qui est le plus réussi dans le film. Alors c'est peut-être pas ce qui est le plus réussi pour le coup, hein, mais moi j'aime beaucoup la manière dont il le fait. Non, mais c'est bien fait,
Eastwood. Et je trouve que le film est très bien, jusqu'en fait à la fin. Ouais. Jusqu'à, les scènes post-génériques qui repassent dans du documentaire, on passe de fiction à réalité. Et pour moi, là où justement où tu dis qu'il maintient une certaine ambiguïté pendant tout le film, et ben paf, à la fin il met les pieds dans le plat et il prend position clairement. Et quand on connaît un peu l'histoire du type, quand même, bon, c'est quand même. Oui, bien entendu, mais après il va pas se mentir. Enfin, non, mais on peut pas lui. Mais justement, parce qu'il arrive. Parce qu'il n'est pas consensuel. Ouais, attention, quand je disais ça tout à l'heure, c'est pas qu'il essaye de faire plaisir à tout le monde ou quoi que ce soit, parce que comme tu dis, il y a un moment là c'est vrai qu'American Sniper, c'est pour ça que j'ai pas choisi celui-là d'ailleurs en partie, c'est qu'il te donne quand même son. Mais c'est à la fin du film, c'est la scène post-générique, c'est pas le propos de son film en fait. Il rappelle juste un peu à tout le monde qui il est et ce qu'il pense un peu, si tu veux, mais moi ça renforce son humilité, je trouve justement. Oui, et puis c'est pas du enfin c'est pas genre. Je sais pas comment dire ça vraiment, mais oui, c'est pas du prosélytisme. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que oui, et puis, mais c'est pour ça qu'il est intéressant et tout. De toute façon, c'est quand même aussi de prouver qu'en ne partageant pas du tout certaines convictions politiques, tu peux quand même être d'accord artistiquement sur des choses, quoi. Bien sûr. Non, et puis il dit quand même, voilà ce que je pense. Mais maintenant, à toi de penser ce que tu veux aussi. C'est pour ça, pour moi, il n'impose pas en fait les postes génériques. C'est quand même te dire. Attention, voilà ce que je pense maintenant, et puis je suis américain, prenez-moi comme je suis. On en a parlé souvent, c'est vrai qu'on le fera, ça arrivera un jour, on se fera une spécialiste tout. Non, mais je pense oui que ça peut. C'est un américain de 80. 90, ouais, ça. Donc, et c'est aussi le reflet d'une façon de penser et d'une époque, et qui est d'autant plus importante, à mon avis, surtout sous Trump, là, tu vois. Pour si on s'intéresse aussi un peu aux États-Unis, je pense que quand t'aimes le cinéma ou quand t'aimes la culture en général, t'es obligé un minimum, parce que de toute manière t'as quand même pour tout le monde il y a forcément une petite partie de ta culture qui est construite avec des Américains, quoi. Et ignorer Eastwood sur ce point-là, c'est une bêtise, parce que justement je pense que c'est lui qui capture le mieux le fond de pensée, le fond culturel vraiment des Américains. Moi, pour avoir des potes américains, si tu veux, et qui sont pas du tout de droite, ils ont quand même des bases de. Et c'est normal, parce que leur histoire est différente de la nôtre, et il y a des trucs de base sur cette espèce de patriotisme que nous, en France, enfin, nous à tendance de gauche en plus, tu vois, qui est. Mais ça n'a pas du tout la même notion chez eux, quoi. C'est pas la même chose, en fait. Donc pour moi, Eastwood est intéressant pour ça. Et puis, juste pour terminer, moi je trouve que c'est un film qui pourrait être étudié de manière comparative vachement intéressante avec Gran Torino, parce que je trouve que c'est deux films qui se répondent vachement sur la figure du héros, en fait. Je trouve que c'est le héros vieillissant qui est là, et ce jeune héros, pour le coup, qui va gagner son côté héroïque. Je trouve qu'ils se répondent vachement bien. Ces films se répondent vachement, de toute façon. Je pense qu'il y a une étude comparée. Il avait même fait de toute façon Mémoire de nos pères. Il l'a même fait lui factuellement, quoi. C'est-à-dire qu'il avait fait deux films qui se répondent, et ces films se répondent en permanence, même ceux qui réalisent pas d'ailleurs. Il y a des personnages, pour pas dire nuls. Mais Matt, moi je vais sortir de la trilogie du héros, Sully, American Sniper et 15h17 to Paris, qui va devenir une quadrilogie normalement avec le prochain film d'Eastwood qui tourne autour des attentats de Boston. Ouais. Donc voilà, et moi je vais parler de Jersey Boys, le film qui parle du groupe les Four Seasons, et parce que j'adore la musique et que Clint Eastwood adore la musique, le blues. Etc. Et c'est vrai que c'est un film qui est pas mon préféré d'Eastwood, mais c'était peut-être celui où j'avais le plus, le sujet me bottait peut-être le moins, et en fait il a réussi à m'y intéresser, et puis en fait les chansons des Four Seasons on les connaît tous sans savoir que c'est les Four Seasons. En tout cas je parle pour moi je les connaissais sans savoir que c'était les Four Seasons, sans savoir l'histoire qu'il y avait derrière, l'histoire un peu chaotique de ce groupe, mais ouais, c'est un film très chouette, quoi. Que ce soit, c'est quasiment, c'est même carrément, je sais même pas si on peut carrément dire que c'est une comédie musicale, presque, parce que la scène finale c'est une comédie, c'est une scène de comédie musicale, quoi. Rien que pour la scène finale où t'as l'ensemble de l'équipe du film qui danse et qui chante dans la rue. Je sais pas, c'est super chouette, super bien fait, et il y a toujours un travail en termes de réalisme et de décor. C'est assez ouf. Je trouve que t'es vraiment dans l'époque, quoi, et c'est assez impressionnant. L'autre jour j'ai vu le dernier film d'Edward Norton là. Oui, que j'ai pas eu, Brooklyn Affairs, qui est vachement bien et qui fait repartir dans les années 50-60, mais où
où il n'y a pas le même travail, je trouve, et où tu te retrouves dans très peu de décors, alors que dans Jersey Boys tu bouges quand même un peu, et où, je sais pas, moi j'ai... Sur leur constitution, tu la vois. constitution est assez ouf, c'est un des traits de Clint Eastwood pour le coup, c'est de vraiment vouloir accorder une importance particulière au entre guillemets réalisme et à la reconstitution. Donc voilà, pour moi, Jersey Boys, voilà. C'est bien, on en a un différent C'est bien, chacun. on en a un différent c'est cool. chacun, On a donc fait, ouais. c'est parfait. On va laisser Eastwood tranquille et on le retrouvera peut-être, on le retrouvera cette année parce que je pense qu'il y aura un synesthésie sur... Il va falloir que ça arrive. Du coup, on arrive à la fin, on arrive aux théories polémiques. On va commencer avec la pire déception. Pas le pire film, mais la pire déception. Le film où vous avez le plus d'attente et... Ah bah non en fait. Ah bah merde. Oh là, je sens que je sais ce qui va arriver. Bah moi je vais, moi c'est simple, c'est Star Wars. Merde. Ouais, non mais je suis obligé parce que même si en fait c'est même pas une déception parce que je me doutais que ça allait être enfin j'ai eu un peu d'espoir quand même au début mais merde quoi. Comment on arrive à... Mais tout est lié, hein. Et pourtant Disney, enfin c'est con, mais on sait que Disney est capable de sortir des choses bien, quoi. Je veux dire, Pixar, ils arrivent quand même à sortir des trucs qui sont tous bien, quoi. Et Star Wars, quoi. Donc je vais pas m'étendre là-dessus. Je pense que je suis pas tout seul non plus, mais quel gâchis, quoi. Quel dommage. Parce que ça aurait pu être Marvel aussi, hein, parce que c'est un peu, mais dans une moindre mesure, parce que finalement Marvel, je suis déçu de ce qu'ils font des comics, mais en même temps, ils ont créé un univers cinématographique qui est cohérent, qui est pas bien, mais qui est cohérent en lui-même, quoi. Donc ça passe. Star Wars, je comprends pas comment on peut se rater à ce point-là, quoi. Même si, on en parlait un peu avant, heureusement qu'il y a eu Rogue One, et puis là très récemment le Mandalorian, mais qu'il y a eu Rogue One pour sortir un peu du lot et qui est pas un ratage, quoi, qui est pourtant sûrement pas parfait et qui du coup on se rattrape un peu. Enfin c'est vrai, je me raccroche un peu à Rogue One pour. C'est vrai que le niveau est en bas, tu fais. Bah c'est ça. Je sais pas s'il était sorti. Enfin bon bref, mais donc voilà, donc Star Wars, c'est déceptif et je pense qu'on n'a pas fini d'être déçus. Encore une fois, le Mandalorian me donne un peu d'espoir sur continuer à voir en live des choses agréables à regarder, si ce n'est des chefs-d'œuvre mais au moins agréable et cohérent et agréable à regarder. Donc on verra ce qui se passe avec Disney+, mais on verra ce qu'ils font avec Obi-Wan Kenobi. Mais bon, voilà. Romain. Alors j'ai une grosse déception, et une déception mais qui fait que le film j'apprécie quand même malgré tout. Bon, Cimetière, le dernier, le remake de Cimetière, quand même une grosse déception. Le film n'est pas une merde totale, mais c'est quand même pas terrible. Et puis ayant revu l'original de Marie Lambert récemment en Blu-ray que j'ai trouvé, la déception était encore plus grande. Surtout qu'il y a des gens bien dedans en fait. Il y a un travail de photographie qui est quand même super correct. Il y a une manière de travailler de l'univers fantastique qui est cool, le Cimetière. Mais non, ça passe pas du tout et c'est très dommage. Bon, je vais pas étendre plus, qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus en fait. Finalement, il y en a un par contre, j'ai un peu plus de choses à dire, mais on t'en parlait tout à l'heure, qui a été une grosse déception, mais en même temps, le film je l'aime bien. C'est Predator de Shane Black. Ça a été une grosse déception parce que j'en attendais énormément, parce que Predator, le Mike Tiernan original, le Stephen Hopkins, le deuxième, que j'aime beaucoup aussi. J'attendais et puis bon, la production Rodriguez dégueulasse derrière de Denis Brandenthal, quoique Denis Brandenthal est peut-être pas le problème forcément du truc, c'est peut-être plus Rodriguez. J'attendais vraiment un truc cool, et puis c'était Shane Black, quoi, quand même, derrière Nice Guys et autres, enfin qui a écrit aussi le premier, qui est de la voix depuis le début. Mais alors c'est une grosse déception, mais que je vais atténuer dans le sens en disant il avait des pieds et poings liés, le montage c'est une catastrophe, il a été massacré le film en termes de montage, le Final Cut, j'espère qu'on l'aura peut-être un jour, mais c'est pas du fait de Shane Black après. Voilà. Puis il y a des tas de problèmes entre les acteurs mêmes, etc. Donc c'est une catastrophe en fait, c'est une catastrophe on va dire artisanale et industrielle globalement. Mais le film, ce qu'il en reste, malgré tout, je l'aime bien parce qu'il est drôle, parce qu'il se permet des trucs. On a vu tout à l'heure le Rambo Last Blood. Je trouve qu'il y a le même genre de côté sale gosse, un peu dégueulasse, violent. Le film est très gore, assez graphique.
Mais il y a des tas de soucis, surtout d'écriture, en fait, vraiment fondamentalement. Et puis, même malgré tout, la troupe d'acteurs fonctionne quand même bien à l'intérieur. Tu sens qu'ils se font de la gueule. Ça fait agence. C'était Rafik Djumi qui était ça, et Yannick Daran, je crois aussi. Ouais, c'est l'agence touriste. Il y a ce côté-là. Et il y a le même problème finalement qu'il y avait dans l'agence touriste de Carnahan. En fait, je retrouve à peu près les mêmes problèmes. C'est deux films que j'aime bien, que je trouve qui ont du cœur. Mais qui ont été massacrés par les studios, donc c'est une grosse déception. Et puis Predator, c'est un monstre que j'aime tellement. C'est vrai que tu sens derrière Predator que il manque pas grand chose pour que ce soit vraiment cool, voilà, quoi. C'est ça. Et que c'était comme tu dis, c'est le studio qui a taillé dedans, quoi. Et voilà, et j'ai une grosse déception aussi sur le Uber Predator qui malheureusement je trouvais est visuellement assez dégueulasse. Ouais. Là où le Predator de base qu'on voit au début, il fonctionne très bien en fait tout seul, donc il n'y a pas besoin. Même les chiens Predator, je trouve pourquoi pas, ça passe, mais le gros Predator est assez catastrophique. Donc voilà, c'est une grosse déception dans mon cœur parce que j'aime Predator profondément. Mais dans le fond, je trouve que ça a l'air des trucs cool et j'aime bien les scènes de baston parce qu'elles sont rigolotes. Il y a 2-3 gags qui fonctionnent bien. Il y a 2-3 éléments relationnels que j'aime bien, notamment il y a une relation entre deux personnages qui sont homo dans le groupe et qu'on voit pas au début en fait, qui est assez. Et il y a cette séquence où ils se retrouvent tous les deux. Bon, c'est spoilé un tout petit peu, mais ils vont abréger les souffrances l'un de l'autre parce qu'ils sont en train de mourir. Et je trouve qu'à ce moment-là, par exemple, ça dure 10 secondes, mais cette relation tout d'un coup elle existe en fait. Cette histoire d'amour elle existe à ce moment-là et je me dis ça aurait été globalement le film aurait fonctionné si tout avait été bien mis. On sent qu'il y avait des velléités derrière en fait d'écrire des personnages et voilà, cette chaîne là je la trouve très touchante au milieu en fait sur cette déclaration d'amour qu'ils se font tous les deux. Donc voilà, grosse déception, mais film cool quand même. Moi ça va être un peu pareil, c'est pas des films foncièrement mauvais, mais Peter Jackson il nous avait bien empaillé avec Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit c'était pas à la hauteur honnêtement. Le premier film m'a plu, le deuxième et le troisième pas du tout. Et en soi c'est pas c'est Peter Jackson donc ça reste bon, même si vraiment le dernier j'ai vraiment du mal. Le dernier c'est qu'une bataille et je la trouve nulle quoi. Après c'est puis après il y a aussi ce truc de ne pas l'avoir vu non plus dans les conditions exactes de réalisation, ça c'est en 60 images ou 48 images par seconde. 48 je crois. 48 mais bon, on n'a pas eu l'occasion de le voir dans ces conditions là, mais bon, moi je sais pas si ça aura foncièrement sorti grand chose parce que changé grand chose parce que en soi c'est un film qui est malade, c'est un film on parlait des studios et des problèmes que peuvent poser, il n'y avait pas matière à faire 3 films quoi. Il n'y a pas matière à faire 3 films et puis c'est un Peter Jackson qui est sorti épuisé et éreinté par ce. Tu le sens en fait, tu sens que ça va pas. Il y a plein de moments où tu sens que ça va pas et j'ai été très déçu parce que j'avais beaucoup aimé Le Seigneur des Anneaux et que j'aime beaucoup Peter Jackson et que je pense comme même lui a priori je suis pas sûr qu'il soit forcément ravi de ce qu'il en a fait après. Parce qu'il a l'air d'avoir un peu de mal à s'en relever. Enfin, ça peut être un échec du tout ni rien, mais alors parce qu'on voyait, j'ai pas vu Mortal Engines, comme on dit. J'ai pas trop aimé. Qui apparemment est raté, mais un peu pour les mêmes raisons. C'est que. Mais il est seulement producteur, c'est que ouais, mais il est producteur, mais ils ont coécrit le scénario avec sa femme. Ouais. Et donc c'est quand même un projet qui porte, tu vois, sur ses épaules et où il s'est. Je sais pas si. Tu sais, c'est un peu. Parce qu'a priori, c'est un peu la mode, c'est des bouquins qui sont un peu dans la lignée des Hunger Games, ce genre de trucs. Et mais c'est vrai que je l'ai pas vu, il faudrait que je le regarde quand même, parce que je suis sûr qu'il y a des choses bien à en tirer, mais. Et ouais, Jackson, je sais pas sur quoi il est en fait en ce moment. Parce que ça manque de. Enfin, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même fait King Kong entre temps, avant aussi, qui était quand même mortel. Ouais, et qui est quand même largement mieux que ce qu'ils nous ont sorti là il y a pas longtemps que Kong. King Kong c'est pas dans la décennie. Non, c'est pas dans la décennie. Non, c'est pas dans la décennie, mais je veux dire, voilà, il y a eu. Donc, voilà, mais j'aimerais bien. Si tu parles de Jackson, j'aimerais bien justement que dans la décennie qui vient, on le revoit aux manettes, mais d'un projet qui lui va, quoi. Tu vois, même un truc plus intimiste, parce que quand tu vois Lovely Bones. Oui, bien sûr, mais même si c'est pas lui qui réalise d'ailleurs, tu vois, même s'il est en tant que producteur, mais comment il puisse nous regratifier de quelque chose de cool, quoi, comme il sait le faire, et parce qu'il sait faire bosser les bonnes personnes, tu vois. Donc voilà. Mais je peux comprendre les déceptions. Très bien. On va passer maintenant au pire film, pour rester dans la négativité et puis finir par une touche de pire film.
Alors moi, j'y vais parce que ça va englober un peu Je pense qu'on va à peu près. tout un truc de la décennie. Ça va être Justice League de Zack Whedon. Whedon, ouais, c'est ça. De Zack Whedon. Bah ouais, parce que pour moi, c'est un peu la symbiose de tout ce qui fonctionne pas dans les blockbusters hollywoodiens depuis 10 ans. C'est-à-dire que les mecs, j'en sais rien, je comprends pas comment alors c'est flagrant chez DC parce qu'ils vont de ratage en ratage. Je veux dire, ils ont donné les manettes à Snyder. T'as l'impression que les gens comprennent pas le matériau de base en fait. C'est-à-dire que son Superman que j'ai assez apprécié dans un sens, mais qui est pas du tout. Enfin, qui aurait presque dû être un standalone, parce que. Un peu comme Joker, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui existe hors de l'univers de. C'est-à-dire une vision de Superman, tu vois. Comme le Dark Knight de Miller, je parle de la bande dessinée, et une vision de Batman, si tu veux, qui n'est pas forcément inclus dans la continuité, dans ce truc-là, mais continuer dans ce côté, je sais pas, darkos bizarre, en essayant de surfer un peu sur les Dark Knight de Nolan, mais en n'étant pas aussi réaliste et ancré dans le réel. Enfin, voilà, c'est gâché. Et Justice League, c'est quand même un exemple de plantage, comme j'en ai rarement vu, quoi. C'est-à-dire que le mec abandonne le projet pour des raisons personnelles, et qu'on l'aime ou pas, a priori il avait sa vision du truc, quoi. Il avait de toute façon son esthétique est imprégnée dedans. Même quand tu regardes BVS, il y a quand même quelque chose, voilà, c'est ça. Voilà. Après on aime, on n'aime pas, mais ouais. En tout cas il a sa vision du machin, et on te colle un Whedon qui est derrière, qui a pas du tout les mêmes codes, même visuels, quoi. C'est-à-dire Whedon, c'est généralement assez coloré, assez lumineux, plutôt feel good. Donc voilà. Le mec qui a fait Avenger en plus, c'est trop bizarre. Il se retrouve là-dessus et tu vois le machin à la fin, ça veut rien dire. Tu fais le film, c'est n'importe quoi, c'est monté n'importe comment, c'est moche. Je veux dire, c'est quand même des trucs où il y a de la thune, hein. Mais tu regardes la gueule des effets spéciaux, sincèrement, c'est vraiment pas bon. Et ça représente, ouais, mais ça a marché quand même, tu vois. Parce que nous, ça a marché quand même, Justice League, quoi. Et tu te dis, mais. Et là, les gens qui réclament la Snyder Cut, absolument, comme si ça allait sauver le machin, voilà, c'est des films comme ça, moi, j'ai pas envie d'en voir, quoi. Et ça continue derrière avec Aquaman. Mais j'inclus Marvel là-dedans. Sauf que Marvel s'en sort mieux parce qu'au moins ils sont cohérents dans leur. Ce que je disais un peu tout à l'heure, ils sont au moins eux cohérents dans leur. Tu sens les mecs ils se mettent autour d'une table et ils ont construit leur truc, quoi. Alors c'est un peu. C'est pété, voilà, mais bon, ils gèrent leur machin et ça fonctionne. Et oui, les films c'est. Cohérent, si on peut être cohérent, mais ça se tient quand même, quoi. Là, les gars, ils sont en train de saccager un. Shazam, c'est pas bien. Il y en a pas un de bien à sortir du lot, quoi. Et c'est fou, quoi. Alors, on va voir ce que va faire. J'ai un petit peu d'espoir pour le. Parce que c'est d'ailleurs lui qui s'en sort plus ou moins le mieux, d'ailleurs, chez Marvel aussi. Comment il s'appelle Gardien de la Galaxie. Oui, qui est un mec sympathique en plus. Qui a fait Brightburn cette année aussi, c'était assez cool. Ouais, voilà. Comment il s'appelle bref, qui va faire donc le Suicide Squad. Ouais. Donc. A priori, peut-être qu'il va réussir à nous faire un truc fun comme pouvait être le premier Gardien de la Galaxie, parce que le deuxième est pas terrible. Et encore là, je mets un niveau très très bas, hein, attention, je suis en train de faire du level par le bas. Donc voilà, pour moi, mais c'est vraiment pour moi le symbole de la bouse, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que j'aurais pu taper sur un petit film tout mal réalisé, tout machin, mais là, quand on voit une grosse machine comme ça, qui a de la thune et tout machin, et qui arrive à te sortir un truc mais qui est imbitable, quoi. T'hallucines, quoi. C'est quand même ouf, quoi. Et avec quand même des héros, avec Batman et Superman, quoi, avec des trucs qui sont iconiquement, voilà. Donc pour moi la grosse bousasse, c'est Justice League, mais ça englobe, tu vois, une grosse partie de l'œuvre de Snyder et aussi de tous ces gens qui manipulent des icônes et qu'on a l'impression qu'ils comprennent pas, quoi. Voilà.
Romain. Bon, t'as fait d'ici, on va faire Marvel. Mon Captain Marvel. Parce que c'est de la merde. Parce qu'en plus, c'est le truc, c'est totalement symptomatique. C'est pas que Captain Marvel, c'est globalement en fait tout le MCU. Moi, ce qui me dérange en plus fondamentalement, c'est que c'est un film qui se veut féministe mais qui devient extrêmement misogyne en fait. Comme C'est ça Wonder que Woman. Exactement comme Wonder Woman, c'est ça. C'est des films qui se sentent obligés de mettre une femme. Alors, pas tant que ça, parce que Captain Marvel, oui, c'est une femme. Si je suis pas suffisamment connaissant, mais c'est une femme quand même. Mais Ça l'est devenu, parce qu'au départ, c'est un mec aussi. ouais, oui, c'est-à-dire que. Moi, je reprends l'exemple, on parle à de Max Fury Road. L'héroïne, elle est là parce qu'on veut raconter l'histoire d'une femme. Parce que l'histoire, c'est l'histoire d'une femme. Mais pas parce qu'on a foutu au forceps, au chausse-pied, c'est mieux. Au chausse-pied, quelqu'un dans ce rôle. Enfin, pour moi, c'est parce qu'il faut que ce soit une femme. Et je trouve que. Et tout est fait pour que ce soit une sorte de cliché de la femme forte. Voilà, la femme forte, il n'y a pas besoin de faire tout ce qu'il y a dans Captain Marvel, alors que tu faisais la même chose dans Aliens de Cameron, où tu avais une femme forte, mais qui était là parce que l'histoire. C'est d'autant plus cynique. C'est extrêmement cynique. En plus, donc ce film-là sort avant Endgame. Oui. Donc en faisant croire que justement c'est la femme forte et c'est potentiellement la plus puissante. Oui, c'est qui est pas la plus puissante. Et tu vois, qui est pas là dans Endgame. Oui, en plus. Elle est partie faire un truc quelque part et en fait tu la vois pas. Elle arrive à la fin du truc quoi. Donc en plus, là on est exactement dans ce que je te disais, tu vois Ah mais c'est cynique, c'est marketing, c'est moche. En plus visuellement c'est très très laid. T'attends 1h30, 1h45 pour te taper une scène d'action de merde en plus. Qui te font dire en fait que tout ce qui a précédé ne servait à rien puisque de toute façon elle a ce qu'il faut pour niquer le game, donc ça n'a aucun intérêt. Et puis c'est laid, et puis c'est pas drôle en plus parce qu'il y a une sorte de fond d'humour qui est très Joss Whedonien, mais fait par des mecs qui sont pas Joss Whedon, donc déjà Joss Whedon c'est pas drôle, mais en fait si tu rajoutes des mecs qui comprennent pas Joss Whedon et qui essaient de faire du Joss Whedon, c'est encore poussé à chier. Et alors, en plus Samuel Jackson est d'une tristesse monstrueuse dedans parce qu'il a été rajeuni, mais c'est une tristesse monstrueuse. Moi j'étais triste pour en fait, tout le long, j'étais mal à l'aise pour lui en fait. Il a 74 ans ce mec. Voilà, en plus voilà. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Oui, c'est un vieux monsieur. Ouais. On dirait pas. Mais dans le film, il y a rien, il perd tout le charisme. C'est une catastrophe. C'est nul. En plus ça va typiquement dans cette nostalgie dégueulasse c'est pas possible. Voilà, ça se passe dans les années 90, donc on décale un petit peu, c'est-à-dire que les standards de nostalgie se décalent quand même au fur et à mesure. Dans les années 80, maintenant on décale un petit peu. Attends, Wonder Woman 84. Ah oui, il y a ça qui va revenir encore, mais c'est une catastrophe. Même la bande on en parlera peut-être tout à l'heure, mais Wonder Woman c'est juste pas possible. Donc voilà, c'est Captain Marvel, c'est à chier et ça va. En fait, il prend, en fait, c'est triste pour lui, mais il prend pour tout Marvel en fait, grossièrement. À part, voilà, ça et là, les Gardiens de la Galaxie, le premier du nom, le 2 que je trouve plutôt sympathique aussi, même s'il est moins intéressant. Voilà, des petites choses comme ça qui sortent ça et là, mais non. Non, le 2, c'est celui où il y a de la motocross là à la fin. Non, c'est pas ça. Les Gardiens de la Galaxie. C'est celui avec la planète vivante avec Kurt Russell. Oui, avec Ego là. Il y a Kurt Russell dedans. Ouais, ça sauve. Mais encore non, parce qu'il a l'air. Il fait un roue libre total. C'est qu'il roule libre. Très bien. C'était donc ton. De la merde. Oui. D'accord. Moi, j'ai eu un papa en 2019, c'était Clint Eastwood. Et comme le dit si bien Freud, il faut savoir tuer le père. Du coup, je vais tuer le père avec 15h17 to Paris. Ah oh là, c'est de la bouse carrément. Ah ouais, là on est sur une bonne bouse. Et là où il a voulu encore une fois pousser Alors 15h17 to Paris, c'est le film qui est censé raconter l'histoire de l'attentat dans le train Thalys entre je sais plus, Bruxelles et Paris ou Bruxelles et Paris, où quelqu'un va essayer de sortir une Kalachnikov et a été arrêté par 3 héros américains, des anciens GI en vacances. Et alors le problème de ce film déjà pour commencer, c'est que dans un souci de réalisme, il a utilisé les vrais gars. Ouais. Et alors le film comme en fait c'est un fait divers, c'est quelque chose qui s'est passé. Je pense que l'action elle se passe en moins de 5 minutes dans la réalité quoi. C'est un truc, et donc pour te raconter ces 5 minutes là il va développer un peu les personnages avant, sauf que quand il te les développe les mecs, tu les détestes, ils sont horribles. C'est le cliché de l'américain en vacances horrible qui fait son... ils sont horribles. En fait t'as envie qu'ils meurent. Et c'est horrible à dire, mais ils sont horribles. Déjà, les personnages sont écrits de manière... ils sont pas écrits parce que c'est pas... Je suis désolé, mais c'est eux, mais ils sont chiants.
tu t'attaches pas du tout à eux parce que évidemment. Et en plus c'est eux qui jouent, mais ils savent pas jouer quoi. Enfin le problème c'est que soit tu fais un documentaire et tu utilises les vraies personnes et il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un film avec les points solides, et je pense qu'il y a des films avec les vrais protagonistes qui jouent et où ça se passe bien, mais là, ça ne marche pas du tout. C'est horrible. Et puis, au final, en fait, moi, l'histoire que j'aurais aimé avoir, en fait, c'est plutôt. Ce qui m'aurait plus intéressé, c'est d'avoir l'histoire de la personne qui a commis l'attentat et de savoir comment il en était arrivé à commettre cet attentat. Le fait qu'il y ait 3 mecs bodybuildés, ultra entraînés, qui les stoppaient, de savoir comment ils s'en sont arrivés là, à devenir des entre guillemets héros, ça m'intéresse pas. Peut-être que j'étais plus intéressé par l'histoire de l'autre côté. Enfin, il ne s'agit pas de glorifier le mec qui a fait l'attentat et tout, c'est pas ça, mais essayer de comprendre comment il en est arrivé là. C'était peut-être là qu'il y avait une histoire, et que je pense qu'il s'est trompé d'histoire là dans ce film, que c'est mal foutu. Et c'est mal foutu à un point qu'à la fin, du coup, il y a la cérémonie. Ah, on s'en fout, on spoil. Enfin, de toute façon, il n'y a rien à spoiler. C'est une histoire vraie. Mais à la fin, il y a la cérémonie avec François Hollande. Et où, du coup, en fait, toutes les scènes de face, c'est le vrai François Hollande, c'est les images d'archives. Et les scènes de dos, du coup, c'est une doublure. Les scènes de dos où tu vois le public en face et où tu vois, du coup, les acteurs qui sont les vrais gars. C'est de dos, c'est une doublure, mais c'est tellement mal fait. C'est tellement mal foutu. En fait, à la limite, zappez tout, regardez juste cette scène de fin pour rigoler un peu. C'est nul. Désolé, Clint, mais c'est nul. Je crois que c'est le pire film. J'en ai vu, pour le coup, des films qu'il a réalisé. Je crois que j'en ai vu une vingtaine et c'est vraiment le pire. C'est chiant. Ça avance pas. Et la scène, la scène d'action est un peu rythmée, mais ça dure 3 minutes. Il y a un peu de tension, mais comme tu sais que c'est une histoire vraie, tu sais très bien comment ça va se terminer. Et puis il découvre pas une vocation d'acteur, même à ce moment-là, et c'est pas bon quoi. C'est pas bon du tout. Et en fait, le problème, c'est que le gars qui joue, évidemment, le mec qui joue le terroriste, c'est un acteur. Oui. Mais même si on le voit très peu et même s'il parle quasiment pas, il faut vachement mieux que. Et du coup, en fait, tu t'attaches à lui. C'est dommage, je pense pas que c'était le but, mais du coup, il s'est trompé d'histoire et franchement. Pour moi, de toute façon, cette trilogie du héros, le Sully, American Sniper et 15h17 Paris, c'est loin d'être ses meilleurs films. Même si Sully, American Sniper, c'est vraiment pas mal et c'est quand même pas du tout au niveau de 15h17 Paris. Mais voilà, désolé Clint, mais là, ce sera un grand nom. Ça fait 10 minutes, on est méchants depuis 10 minutes. Très méchants, mais bon, c'était les pires films. C'était les pires films. Ouais, c'est ça. Mais encore, je pense qu'on s'est retenu un peu. Et on va donc, il nous reste plus que le meilleur film, puis une autre catégorie qui viendra ensuite. Mais le meilleur film de cette décennie pour vous. Alors oui, on va préciser qu'on a dit qu'on faisait ça, mais hors Mad Max Fury Road. Non, c'est le meilleur film. Ah non, ensuite, c'est le meilleur film. C'est le meilleur film, donc c'est Mad Max Fury Road quoi. Ouais. Pour toi, oui. Oui. Qui dit que pour moi, qui dit que non, mais ça va, oui. Pour moi, largement, de loin et de très très loin. D'accord. Ah ouais. Mais pourquoi? Est-ce que y a-t-il besoin d'expliquer? Non mais c'est vrai. Non, je veux dire, si vous comprenez pas, allez le regarder quoi. Et si vous n'êtes pas d'accord, arrêtez d'écouter Synesthésie. Pareil. Mad Max Fury Road. Et la version Black and Chrome que je conseille aussi. Mais j'aimerais bien voir un jour, mais non, ça, c'est, j'attends impatiemment que Julien trouve le temps. Ouais, mais on va. Faut qu'on se fasse ça. Meilleur film du coup. Mais moi, je veux bien en reparler. Eh bien, moi, je vous plante un couteau dans le dos parce que moi, j'ai choisi Moonlight en fait. Ok. J'ai choisi Moonlight parce que j'ai adoré Mad Max Fury Road, mais je crois que vraiment. Ça m'a fait chialer Moonlight, ça m'a fait chialer, ça m'a retourné le ventre, ça m'a retourné les tripes. J'ai hésité avec Florida Project parce que Florida Project m'a fait passer par plein d'émotions, mais vraiment Moonlight, je crois que. Enfin, je m'en suis toujours pas remis, j'avais vu, je crois que c'était il y a 3 ans, c'est 2017 ou 2016, un truc comme ça, et 3-4 ans, et je m'en suis toujours pas remis, et Moonlight du coup. Donc, je sais que très bien. On a postulé d'un consensus avant cette émission, mais. C'est dégueulasse. Désolé. Ah non, mais tu as tout à fait raison. Votre meilleur film hors Mad Max Fury Road? Moi, c'est quelques minutes après minuit, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, de Bayona, ouais. Je vais en avoir 2. Je vais reciter Mandy, parce que j'arrive pas à faire Mandy de Panos Cosmatos. Voilà.
Bah, j'en ai déjà parlé aussi, pareil, c'est un chef-d'œuvre, c'est génial. Man c'est Rado, tu as eu plein de extraordinaire. bons films, tu sais, parce que Ouais. là j'y repense, mais il y a eu quand même. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé La Forme de l'eau. La forme de l'eau aussi. Ouais. Il y a sûrement, tu vois, là je suis en train de me dire, Ah, les Cohen. de là. Ah oui, il y a Cohen aussi. Il y a eu avec César, il y a eu des trucs. Ouais. On a vu du bon film C'est passer bien, quand même. mais ouais. bon, Non, mais, film de non, la mais toi, décennie. puis là je remonte pas très loin, tu vois. Mais je suis sûr que j'en oublie, tu vois, de Ah, mais 2011, ça, bien 2012 et tout, c'est sûr, tu vois. Mais c'est pour ça que je veux en citer un qui, pour Parce moi, en qu'on a fait, eu quand même une est... décennie intéressante. Et à égalité de Mandy, et qui, mais pour le coup, je suis remonté loin, c'est J'ai rencontré le diable de Kim Ji-woon, qui un film qui m'a complètement retourné et qui est un des plus brillants revenge movies que j'ai vu de ma vie. Aussi un film d'horreur assez brillant, enfin, c'est un film génial, qui est un film de vengeance. Donc on suit un tueur en série qui est joué par Choi Min-sik, donc qui joue Hellboy dans le film de Park Chan-wook, qui est un tueur en série qui tue la fiancée d'un mec des services secrets coréens qui est enceinte. C'est encore mieux parce que sinon si elle n'est pas enceinte ça ferait un truc en moins. Donc il la tue, elle découpe en morceaux. Bref, ces 10 premières minutes du film, c'est ça, c'est une jeune femme qui se fait découper en morceaux par un tueur. Et le mec décide donc, quand il découvre le cadavre, de se venger et de faire souffrir 1000 fois plus le tueur qu'à souffrir sa fiancée. Et le concept du film, c'est que c'est une sorte de mécanisme, ça dure 2h30 le film. Et au bout d'une heure, il a même pas 3/4 d'heure, il a retrouvé le tueur. Et à partir de là, c'est un mécanisme de vengeance continue, c'est-à-dire qu'il décide de se venger, de tabasser, mais de tataner la gueule du tueur, de le soigner, de le relâcher, et de le retrouver autre part, et pour lui retataner la gueule. Okay. Et à chaque fois, il le mutile, donc il lui arrache les tendons d'Achille, pourquoi qu'il soit vraiment en sale état. Et il arrive, et on va suivre le tueur d'un côté, et lui de son côté, donc lui qui va se détruire dans sa vengeance. Et le tueur qui au bout d'un moment va dire tu veux jouer au con avec moi, bah, je vais renverser le truc. Et le tueur décide de se revenger derrière. Et le film est fou, et c'est un exercice de mise en scène de fou. Il y a du référentiel Argento notamment dedans. J'ai jamais vu, aussi réussi du référentiel Argento. Tu peux rappeler le titre ? J'ai rencontré le diable de Kim Ji-woon, qui avait réalisé avant Tale of Two Sisters, que moi j'aime bien aussi, qui est un très joli film de fantôme, mais qui doit d'avant les années 2010. Et aussi Bittersweet Life aussi. Ah, c'est lui qui a fait ça. Ouais, qui est très bien aussi, moi j'aime bien. T'es un peu chiant. Ouais, il y a des moments Dans mon chiants, souvenir, ouais. j'ai été le voir au cinéma. Mais il y a une fusillade de fou à la fin. Mais oui, mais esthétiquement, ouais, qui était assez. Ouais. Et alors celui-là, J'ai rencontré le diable, c'est magnifique. Et c'est, alors par contre, voilà, c'est ultra violent. Je trouve que c'est un des films les plus violents que j'ai vu ces 10 dernières années aussi. Mais c'est génial, c'est vraiment top. Donc voilà, Mandy et J'ai rencontré le diable, pour moi, les 2 meilleurs films de la décennie. D'accord, bah moi je vais faire le punk. Moi c'est Mad Max Fury Road. Mon meilleur film de Mad Max. Hors Moonlight. Et hors Moonlight. Ouais, ton meilleur film de l'année, c'est Mad Max Fury Road. Ça m'a scotché à mon fauteuil. Je m'en suis pareil, pas forcément totalement remis. Et qu'en dire de plus, c'est formidable. Et parce que j'ai envie d'en mettre un autre. Miracle in Cell 7, film coréen, c'est pareil en termes de film bouleversant, mais qui n'est pas que bouleversant, qui peut passer par. C'est un film que j'ai diffusé. Je diffuse des films de temps en temps le dimanche chez moi où j'invite plein de gens, et j'avais invité tout le monde en disant j'ai une comédie coréenne à vous faire voir. Redis le titre. Miracle in Cell 7. J'ai Miracle in Cell 7. La cellule C. Et du coup, j'avais invité mes potes en mode on va regarder une comédie coréenne. Sauf que les Coréens ont du mal à faire un film qui est sur une seule longueur d'onde. C'est que, en fait, au bout de une bonne partie du film, on se regardait pas, mais moi à un moment j'ai retourné on avait tous les larmes à l'œil. C'est génial. C'est génial. Mais en même temps, c'est drôle aussi. Mais c'est la force du cinéma coréen, c'est que c'est pas monolithique, quoi. C'est que tu vas passer vraiment par tous les états d'esprit. Et Miracle in Cell 7, je le mettrais dans les films hors Moonlight de la décennie. Oui, et hors, parce que finalement, hors Parasite aussi. Et Parasite. Parasite, c'est vrai qu'on pourrait mettre Parasite dedans. Parasite, ouais. Et quand même. Et Midsommar, je le lis quand même parce que Voilà. Ce podcast pourrait être infini. Il va falloir poser le dernier mot, Julien, un dernier mot. Eh ben, je l'ai noté sur mon papier. Mon dernier mot sera Adam McKay. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Et Romain. Un seul mot. Non, c'est une... Et 2 mots, 3 même. Vive les vieux. Parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est les vieux réels comme George Miller, comme Spielberg encore. Enfin, c'est vieux. C'est les anciens. Ready Player One. Voilà, Ready Player One, c'est ces mecs-là qui sortent du. Alors, je parlais tout à l'heure d'Ari Aster et de
Cosmatos qui sont des jeunes, mais finalement Cosmatos il y a un lien avec Papa Cosmatos quand même. On parlait de Rambo et de Rambo 2 tout à l'heure. Donc ouais, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est parfait. Eh bien moi je dirais vive les jeunes, je dirais vive Barry Jenkins pour Moonlight, je dirais vive Sean Baker pour Florida Project, Monsieur Sierra pour les oiseaux de passage et Alberto Rodriguez. Vive les jeunes, parce que les jeunes sont là. Oui, il y en a quand même. Ah oui. Il faut juste qu'ils trouvent leur place. Et oui, d'ailleurs, on peut peut-être en parler, mais je sais pas, parce que 2020 qui arrive, est-ce que vous savez s'il y a des films que vous attendez pour l'année prochaine qui sont ou annoncés ou pas d'ailleurs, mais vous avez des attentes ou... un nouveau Van Damme. Un nouveau Van Damme. Ouais. Je sais pas si c'est... Qu'est-ce que j'ai vu on n'aura pas Avatar en tout cas, parce qu'apparemment c'est repoussé... 2004, faudra attendre 2021. Ouais, on n'aura pas d'Avatar, je sais. Matrix 2021. Qu'est-ce qu'on a? C'est vrai, tiens. Donc j'y pense. Qu'est-ce qu'on a de... mais là tu viens de circuiter notre dernier mot là quand même. Bravo. Ouais, mais c'est la conclusion, tu sais, c'est l'ouverture vers l'avenir, tu vois. Fincher, il y a le prochain Fincher qui sort sur Netflix, qui est une biographie du scénariste de Orson Welles, donc de... comment ça s'appelle du film Orson Welles, okay. J'arrive pas à me rappeler. Le dernier Tarantino, parce qu'il y aura le dernier Tarantino dans la prochaine décennie. Mais il y aura le dernier de plein de monde, il y aura sûrement le dernier... dans la décennie, il y aura le dernier Eastwood aussi, parce que à un moment, 10 ans, Eastwood aura 100 ans. Donc, il y aura le prochain, déjà en 2020, il y aura un Eastwood. Le dernier Tarantino... Peut-être un Mad Max, peut-être un Max Max, suite à Mad Max, puisque... Normalement, oui, il a dit que c'était toujours dans les tuyaux. Et même deux d'ailleurs, parce qu'en fait il y aura un Mad Max et il a toujours Furiosa en... Oui, c'est vrai qu'il voulait faire un crossover, un standalone, voilà. Qui serait a priori toujours dans les cartons. Et puis j'espère qu'on, comme je disais, peut-être du Jackson, peut-être du Rob Zombie, peut-être du Guillermo del Toro. Je suppose qu'il va bien nous sortir un truc aussi. Le prochain film d'Ari Aster qui est a priori une comédie. Donc moi j'attends de voir ça, qui sort de l'horreur et qui... Non, je pense que il y a des choses à attendre. Là, de ce qui est annoncé, moi, il n'y a rien qui me fait vraiment... parce que de toute façon, on nous annonce que du Marvel et du machin. Le Nolan... moi, j'attends pas trop. Tencent, j'en attends pas grand-chose non plus. Donc, on verra bien. Spielberg va peut-être nous sortir un truc. Alors non, il fait le remake de West Side Story. Oui, il y avait ça, oui. Bon, je sais pas trop, mais on aura sûrement des surprises de toute façon. Il y a Luca Guadagnino aussi qui avait fait le remake de Suspiria, que moi j'avais pour le coup beaucoup aimé l'an dernier, et qui s'entendait que dans les années qui vont suivre, il ferait la trilogie des mers qui reprendrait, donc peut-être un Inferno, un remake à Inferno, ce qui serait intéressant dans ce cadre-là. Donc pourquoi pas, ça mais il n'y a rien pour l'instant de... Ah si, il y a quand même un peu hypé par le Kingsman de Matthew Vaughn pour voir ce que ça va donner. Le prochain Dupieux. Le prochain Dupieux aussi, qui a l'air très très bien avec... Je savais pas qu'il y en avait un de prévu, avec le Palmacho pour le coup. Ah oui, c'est vrai, Et qui s'appelle Mandibule. Mandibule. Et qui a l'air vraiment très intéressant. Et voilà. Dupieux, si tu nous entends, on t'attend. Ouais, je pense qu'on aura de quoi... Viens présenter au Bretagne. Il va faire une avant-première. Mandibule. À Brest. Très bien. Bon parce que Julien, ton enfant va finir par s'impatienter. Je vais à la crèche. Arrêtez là. J'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout. Et bien à la prochaine, au prochain épisode. Et puis n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou quoi si on a peut-être, parce qu'on a peut-être zappé un film qui était génial et que voilà, et puis si vous n'êtes pas d'accord ou si... Et puis, toujours cool d'avoir les retours aussi. À donner votre avis, Get Hard ou Very Bad Cops. Ce sera le sondage pour la prochaine. Allez, au revoir. Salut.